On y va? Ils sont dans un autre Vas-y, monde. quand tu veux. C'est parti? Allez, Beto. Allez, on y va. Salut les amis, les guerrières. Encore un épisode Arena Podcast. Tout va bien? Et toi, mon Beto, Oui, ça va bien. t'as la forme? Dans les coulisses de football, aujourd'hui, on a avec nous, je sais pas si tu suis les news, mais c'est la bombe. Le club qui vient de signer le contrat avec Mbappé. Ah oui, c'est vrai. Ils l'ont signé avec Mbappé. Ils sont signés avec Mbappé, Oui. la vache. Quentin Olive, directeur général, Poissy Football Club, va nous raconter cette histoire. Salut, Beto. Salut, vous. Ça va, Quentin? C'est ça que j'ai vu sur les médias aujourd'hui. Exactement, t'as la bonne info. T'as la bonne info et c'était la bombe du week-end. Vendredi, on a réussi à faire signer Mbappé. Non, petite blague à part, c'était un épisode incroyable. On revient de vacances avec la petite famille. Dans la voiture, j'entends encore un épisode Mbappé en discussion avancée avec Barcelone. Et dans ma tête, je me dis, mais à chaque fois que Mbappé est en discussion avec le PSG, où il y a une réflexion sur son futur, tous les clubs sortent. Et je me suis dit, pourquoi pas Poissy? On est dans une restructuration. J'appelle mon petit responsable de com. Je lui évoque le sujet et on envoie. En une heure, c'était bouclé. Et puis au final, de la blague, ce que je mettais sur les réseaux, ça devient un mini buzz. Parce qu'on a quasiment 600 likes sur une publication Instagram pour un club où on a un peu plus de 2000 followers sur Instagram. C'est énorme. Foot Mercato qui reprend l'idée, et deux trois autres pareil, grosses institutions médias sport qui reprennent. Incroyable. Et donc Mbappé avec le maillot Mbappé avec le Poissy maillot Football Poissy. Club. Peut-être un jour ça sera Real cette fois-ci, peut-être dans 5-6 ans ça sera avec nous en Ligue 1. Content? Mais ce qui est marrant, c'est qu'ils s'entraînent déjà à Poissy. Ah oui, c'est vrai. Ah, il est à Proche. côté. Voisin. Quoi, c'est pas une blague? Il traversait juste la route, il était chez nous. C'est ça. Allez, Club, Lagrange. club historique des Yvelines. Exactement. Poissy Football Club. Pas Poissy Football Club, AS Poissy. Allez, AS Poissy. Ouais, attention. Avant, c'était comme ça? Voilà, exactement. Poissy Football Club. Tu as une différence parce qu'avant tu avais cette grosse institution de la région parisienne qui s'appelle l'AS Poissy, qui avait quasiment 120 ans d'histoire, créée en 1904. Donc, 1904. 1904. Donc je suis passé par là-bas. C'est les premiers clubs, j'imagine, en France à être fondés. Exactement. En tout cas, vraiment au début du football en France. Et toute la famille est passée par là-bas. J'ai le papa, j'ai la tante, j'ai le grand-père qui était dirigeant, j'ai les petits frères qui ont joué aussi. Donc pour nous, c'est... Comme on dit, on avait un coach qui était au club, et paix à son âme, qui s'appelle Lotfi Awadi, qui disait qu'on avait du sang jaune et bleu qui coulait dans nos veines. C'est exactement ça. C'était bien plus qu'un club. Pour nous, c'était vraiment l'histoire de nos vies. Malheureusement, il y a eu des sujets financiers. Et on sait qu'aujourd'hui, la DNCG et la Fédé font vraiment attention à ça. Et malheureusement, le coup près est tombé. Le club a fait liquidation judiciaire. Et donc, cette nouvelle institution Poissy Football Club est arrivée au mois d'août dernier. Ok. Donc, nouvelle aventure, nouvelle direction. Une direction qui a totalement changé. Des fondations qui sont également à renouveler. On vient avec une équipe qui est jeune. J'ai 28 balais, j'ai plein d'idées. Je suis plein d'énergie. Je connais parfaitement le club parce que Poissy, c'est également un club très particulier situé dans différents quartiers de la ville. On en a 3 qui sont vraiment bien connus. Donc, une mixité très importante au club. Donc, il faut connaître les tenants et aboutissants pour savoir où on va avec ce club et ne pas faire n'importe quoi. La ville de Poissy, elle a combien? Sa population, c'est Tu as à peu près 40 000 habitants. 40 000 habitants. Donc, il y a une ville, je dirais, moyenne, Oui. qui est une ville moyenne française. J'avais pensé un peu plus grand. Ouais, c'est pas 40 000 habitants. Par contre, tu as un gros club. Aujourd'hui, on arrive à 1000 licenciés. 1000 licenciés. 1000 licenciés. Ce qui Et est vous êtes toujours depuis, historiquement, en concurrence avec le Paris Saint-Germain, avec les petites, non? avec les petits, je pense que Paris SG a toujours été au-dessus de nous. Oui. Parce que c'est quand même la grosse Bertha. Par contre, on est un des clubs derrière, avec Versailles, Mantes, les Mureaux, qui étaient aussi auparavant très grosses institutions football. Voilà, juste derrière cette grosse institution Paris, pour arriver à concurrencer ces clubs-là. Club phare dans les Yvelines est beau. Oui, complètement. Je Et connais que bien. toi, on a grosse expérience, ça va. Une grosse expérience, je sais pas. Je pense pas plus que Quentin. Mais en tout cas, j'ai fait 2 saisons à Poissy, effectivement. Et moi, j'avais juste une question pour toi. C'est quoi tes fonctions exactement à Poissy? Alors là, je suis directeur général. Donc directeur En quoi ça général, consiste? donc c'est avoir une vision 360 sur tout ce qui se passe au club.
Donc tu as des grosses artères, je dirais, au sein du club. Tu as le volet administratif, Ok. tu as le volet financier, volet sportif bien sûr, Mhm. qui est aujourd'hui très important, sachant qu'on a été rétrogradé au sein de notre équipe première qui était en N2, donc 4e division française, au premier niveau départemental. Donc là, vous êtes en D1 district. Exactement. Oui, District. explique ça à Quentin, s'il te plaît. Donc, le fait que vous vous avez reçu cette Sanction. sanction, ça comporte quoi exactement dans le club? Alors, pour t'expliquer, Beto, ce qui s'est passé, c'est que le club, au mois de juillet, août dernier, est mis en liquidation judiciaire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'est plus capable de pouvoir s'autogérer, il n'est plus capable de pouvoir payer ses éducateurs. Il a un déficit qui est très important, qui était de l'ordre officiellement de 300 000 euros, mais officieusement sûrement plus. Et donc, voilà, on dit aujourd'hui, le club de l'AS Poissy, c'est terminé. Donc, à dépenser plus qu'il Voilà, pouvait. exactement. Voilà. Exactement. Ok. Pour t'expliquer le fonctionnement, donc Poissy, l'AS Poissy anciennement est une association. Association, il ne faut pas que tu ne fasses de bénéfices, pas de Exact. perte. Il faut que tu sois à l'équilibre. Complètement. 0-0. Voilà, À la fin de exactement. l'année, 0-0. 0. Sauf qu'aujourd'hui, tu avais ce déficit qui est, je dirais, important à ce niveau-là, mais après, quand on prend, par exemple, l'exemple de Club Pro, etc., qui n'est pas aussi important que ça. Sauf qu'après, tu avais deux solutions. Donc, c'est soit tu arrivais à trouver un repreneur ou quelqu'un qui mette 300 000 euros sur la table juste pour couvrir ce déficit. Pour Et mettre derrière 0-0, hein. voilà, exactement. Ah. Et derrière, mettre un nouveau budget de fonctionnement. Ouais. Avec la conjoncture économique actuelle, c'est très compliqué de trouver une personne capable de faire ça, en plus à ce niveau, en N2, sachant que l'argent que tu investis généralement dans le foot, c'est pas de l'argent que tu retrouves derrière, c'est vraiment par passion. Donc c'était un billet de 500, 600 minimum. Tu avais une deuxième solution, c'était que la mairie puisse absorber cette dette de 300 000 euros. Ah, la Fédé, elle autorise ça. Tu as la mairie qui a cette possibilité-là. Qui a une institution publique, on va dire comme Voilà, ça. exactement. Parce C'est que ce qui s'est passé à Boulogne d'ailleurs. À Donc, ça peut Boulogne-Billancourt. arriver, par exemple. Non, à Boulogne, c'était différent, je pense. À Boulogne, on était À dans la Boulogne, même c'est- logique, mais c'est juste que c'est les associations autour de la Exactement, CBB qui ont exactement. absorbé cette dette-là. Mais Exactement. le mécanisme est parti de la mairie Ok. pour mettre ça en place. C'est la même approche. C'est ça. Ok. C'est la même approche. Donc, si la région, par exemple, a décidé d'aider, elle n'a pas aidé aussi. Non, c'est surtout la mairie qui est garante du fonctionnement de l'association. Ah, ok. Et donc derrière, tu as ces deux options, ou alors tu as la troisième option, qui est de dire aujourd'hui, personne n'est capable d'injecter autant d'argent. On repart sur de nouvelles bases, donc on repart de zéro. On donne la gouvernance à une nouvelle direction qui vient avec également des sponsors. La mairie, bien sûr, est première partenaire du club, donc donne un budget qui est alloué pour le fonctionnement du club. Mhm. Et tu repars de zéro. Et c'est ce qui s'est passé. C'est Mais ce qui donc, s'est en passé. contrepartie, tu as la Fédé qui a dit le club ne jouera plus au niveau national. Mhm. Tu as la Ligue qui a dit le club ne jouera plus au niveau de Ligue. Régional, ouais. Voilà, exactement, au niveau régional. Et donc après, tu as le district, donc qui est, aujourd'hui, nous, on est premier niveau de district, premier niveau départemental, et qui aurait pu également dire on ne veut plus de Poissy au premier niveau départemental, vous repartez au en 5e division de district. C'est ça. Mais aujourd'hui, le club, et c'est le message qu'on faisait passer, aujourd'hui, le club est tellement important. 1000 licenciés, c'est un des plus gros clubs dans les Yvelines, je pense, derrière Versailles, en Ouais. termes de licenciés. Donc si tu dis on repart de D5, il n'y a plus de club, et donc tu perds tout le monde. C'est ça. Donc on est reparti donc, au niveau senior de première division de district. Par contre, on a eu cette chance de repartir et de garder les mêmes niveaux au niveau jeune et au niveau féminin. Ce qui a permis de garder quand même un grand nombre de... Donc, vous avez jeunes des joueurs. équipes à niveau régional, c'est point. Exactement, Ok. En avec jeune. les jeunes. exactement. Mais plus au niveau senior. Donc, la sanction, elle est donnée par la Fédé. La- Et la Ligue vient derrière Voilà, par tout à rapport fait. à ça. Parce que la Ligue, elle n'a pas décidé, non, pour moi, il n'y a pas de souci. Ça découle en fait. Si tu veux, tu as la décision de la Fédération française de football. Ensuite, tu as la Ligue qui te dit moi, j'ai pas envie que le club reparte à ce niveau-là. Et ensuite, tu as le district. Tout découle. Ok. Donc, Fédé, Ligue, district. Mais par rapport à la Fédé, il n'y a pas de discussion. Si elle donne la sanction, c'est faire. Exactement. Après, les autres, ils ont l'option de choisir. Voilà, exactement. Ok. Il n'y a jamais eu de. Excuse-moi, Parce- Beto. Oui. Il n'y a jamais eu de repreneur, quelqu'un qui était intéressé, il n'y a pas eu d'approche à ce moment-là ou quand vous étiez dans le point dur. Ça on en a eu écho. Mais après, si vous voulez, quand vous passez devant la DNCG ou la Fédé,
il faut l'argent sur le compte, il faut tout de suite pouvoir être capable de donner les fonds. Ok. Aujourd'hui, en tout cas moi, ce que j'avais entendu, c'est que tu avais potentiellement des personnes qui étaient capables de reprendre, mais qui n'ont jamais, Ils sont pas manifestés, quoi. qui n'ont jamais été capables de mettre les fonds au sein du club. Tu n'as pas participé à ça. Ah non, du tout. Ok. Je n'étais pas du tout. C'était l'ancien gestion voilà, qui a exactement. essayé de... Et de trouver des solutions. Il n'avait pas beaucoup de temps non plus. Hein. Et exactement. Et puis malheureusement, il y a une vérité aussi économique qui fait qu'aujourd'hui, trouver quelqu'un qui est capable de mettre cet argent au sein du club et d'un club de N2, ça court pas les rues. Donc, par exemple, je reviens dans l'organisation de foot français. Donc, par exemple, la Ligue, elle a pouvait accepter que vous jouez R1. Voilà, par exemple. exactement. Mais ils ont dit non. Exactement. Avec nous, non. Exactement. La Ligue aurait tous les jeunes. Voilà, la Ligue aurait pu dire vous repartez en R1. Mais ça n'a pas été le cas. À quel moment, toi, tu récupères le club, du coup? Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors de base, là c'est vraiment ma première expérience sur une gestion de club. Ok. Là, je viens juste de finir la validation d'un master avec le Real Madrid, qui faisait suite à un diplôme exécutif avec la FIFA et le CUS au Caire. Et de base, je suis footeux. Donc j'ai suivi mon cursus de footballeur classique. J'étais au Luxembourg et j'avais fait ma reprise en première division. Donc ça c'était fin juin. La seule chose, c'est que changement de direction, changement de staff. Et arrivé mi-juillet, les mecs me disent « Quentin, terminé, au revoir, on ne veut plus avec nous ». Donc je me retrouve dans une situation où je n'ai plus de club et donc j'ai ma vie au Luxembourg. Parce que j'avais un travail et j'avais également un club. Et j'ai le président donc, qui reprend ce nouveau club, qui m'appelle, avec qui j'avais déjà travaillé au sein du rugby club, qui est un club privé à Paris, qui regroupait des grands patrons qui étaient passionnés de rugby, donc autre sport, pas football mais rugby. Et donc j'avais déjà collaboré avec lui, ça s'était très bien passé. Et donc il me dit, écoute Quentin, j'ai eu écho de ta situation. Moi aujourd'hui je reprends le club de foot de Poissy, je sais que tu connais parfaitement le club, je sais que tu as les compétences pour, est-ce que tu me rejoins dans l'aventure ou pas? Et donc quand on te propose ça, à l'époque j'avais 27 balais, le challenge est sympa. Le foot c'est, quand on est joueur, le foot c'est très compliqué. Il y a des hauts, il y a des bas. Moi j'étais à l'époque entre le haut niveau amateur et le bas niveau pro, c'est le pire niveau. Okay. Parce que c'est le pire niveau, parce que c'est celui où tu dis tu peux faire quelque chose, mais tu es encore un peu trop loin pour arriver à en vivre décemment et arriver à faire des choses vraiment très sympas. Et donc je me suis dit 27 balais, directeur général d'un club que je connais parfaitement, où j'ai déjà plein d'idées, je connais vraiment l'environnement des quartiers, je connais l'environnement de la mairie parce que j'ai un papa qui a été maire auparavant. Donc je pense avoir l'ensemble des éléments pour pouvoir reprendre le club et en tout cas essayer de mettre des choses sympas en place. Et donc de fil en aiguille, je finis de raccrocher avec lui, ça a duré 5 minutes et j'ai dit Bob, je rentre. Direct. Et donc après ça s'est enchaîné. Mois d'août, donc on travaille durant le mois de juillet déjà sur le projet. Mois d'août, lancement. Et puis là, jusqu'à aujourd'hui, on est le 19 février, toute berzingue. Donc en non-stop, on était vraiment en fonctionnement start-up. Okay. On était 24 sur 24, 7 sur 7. Je commençais mes journées à 8h, je finissais des fois à 2-3 heures du matin. Tout a changé, Quentin? Tout, de la A à la Z? Alors, staff, tout, vous avez gardé? Comment c'est structuré maintenant? Donc, comment tu t'es entouré pour mener ce projet? Donc, le président est venu déjà avec une équipe qu'il avait lui auparavant staffée, donc créée auparavant. Moi, j'ai été la pièce qui a été ajoutée au puzzle pour arriver à gérer tous ces différents éléments. Et donc, derrière, lancement du projet. Il y a l'équipe en place, je rejoins l'équipe. Donc déjà, dans un premier temps, tu as toute la réflexion sur la politique sportive que tu veux donner au club, également sur ce que tu veux faire du club. Parce que tu reprends un club qui est fracturé de tous les côtés, où la saison auparavant, tu as des assemblées générales qui partent quasiment en bagarre, où les gens n'arrêtent pas de se plaindre. Tu as le pôle N2, donc ton équipe première qui est toute seule d'un côté, tu as ton école de foot qui est toute seule d'un côté, tu as ton pôle féminin qui est tout seul d'un côté. Donc c'était totalement fracturé. Donc déjà, il faut arriver à comprendre la situation, à avoir tous les tenants et aboutissants pour lancer ta politique et ce que tu veux faire du club. Donc au moment où on lance le club, je fais une audit avec les équipes de tous les éducateurs. Donc je prends le temps de rencontrer tous les éducateurs, savoir ce qui s'est passé, comprendre
comment nous on peut améliorer les choses, continuer ce qui a bien fonctionné parce qu'il y avait des choses qui étaient bien faites, il ne faut pas tout jeter, et travailler sur ce qui ne fonctionnait pas pour arriver à recréer une dynamique et derrière enclencher sur le nouveau projet. Donc ça a été énormément de travail. Honnêtement, quand on se lance dans un projet comme ça, on compte pas ses heures. Là. On pense football, en tout cas là, en l'occurrence, je pensais Poissy, matin, midi, soir. Même des fois, je dormais 5-6 heures, il fallait que je renchaîne derrière. Parce que pour vous expliquer, et c'est ta question, Beto, on avait plus accès au matériel et à l'ensemble des éléments qui appartenaient à l'AS Poissy. Parce qu'en fait, derrière, tu as un liquidateur qui va venir récupérer tous ces éléments pour arriver à les revendre et derrière éponger, tout à fait, à éponger la dette. Donc tu repars quasiment de zéro déjà sur ce côté-là, équipement, matériel. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, pour faire fonctionner un club, rien que pour les équipements, il faut que tu fasses tes commandes mois de mars pour que tu puisses équiper tous tes jeunes du club. Quand je te parle, c'est juste la tenue du club, maillot, short, chaussettes, survêt, etc. De base, Donc on arrive en 15 jours à boucler avec un de nos partenaires qui est Intersport, le partenariat au niveau des équipements. Donc on fait ça en un temps record. Derrière, le matériel. Le matériel est donc pris par le liquidateur. Tu ne peux pas y toucher, donc tu es obligé de racheter du matériel. Donc pareil, échange avec Intersport qui arrive à nous intégrer le matériel dans cette partie également avec les équipements. Au niveau du staff et des éléments humains. Tu crées ton club au mois d'août, tu reprends les compétitions début septembre. Tu as un mois de laps de temps pour arriver à tout restaffer. Donc on avait déjà des éducateurs qui étaient en place. Donc on a décidé, pour la plupart, de quasiment redémarrer avec tout le monde. En se disant, écoutez, nous on arrive, c'est la première année, chacun va faire ses preuves. Nous-mêmes, la direction, on doit montrer le chemin, on doit faire également nos preuves, parce que vous ne nous connaissez pas, on ne se connaît pas encore. Donc on va laisser la chance à tout le monde. Et donc depuis le mois d'août, on est reparti. Donc il y a eu quand même quelques changements parce qu'en plus on est passé on a augmenté nos nombres de licenciés, je crois d'une centaine de joueurs supplémentaires. Donc il a fallu restaffer encore avec de nouveaux éducateurs. C'est pareil du fait que tu as cette sanction et qu'il y a eu un flou artistique pendant l'été. Tu as beaucoup de jeunes sur des catégories U16, U18 qui sont partis. Exactement. Même donc, si vous avez gardé la... Exactement, parce qu'en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que pour les joueurs, c'est compliqué à gérer. Parce que pour les jeunes, ou même également pour les joueurs seniors, parce que tu te retrouves pendant l'été à te dire, est-ce que l'ancien club continue ? Est-ce que le nouveau club reprend ? Est-ce qu'il y aura du foot à Poissy ? Il n'y aura plus de foot ? À quel niveau on va repartir ? C'était flou artistique total. C'est ça. Beaucoup de questionnements. Il n'y avait pas encore des réponses par rapport à la Ligue et les choses comme ça. Aucune réponse jusqu'à... Et je pense que ça a traîné jusqu'à quand ça a traîné ça nous on lance le club au début août, mais quasiment jusqu'à fin août, on a eu nos réponses concernant le niveau des seniors. D'accord. Donc ça veut dire même pour créer une équipe senior, c'était très compliqué. Là, c'est le plus compliqué, j'imagine. Exactement. Et le maintien pour le niveau des jeunes, le maintien des jeunes, on a réussi à l'avoir plus rapidement. C'était déjà dans les tuyaux. Ce qui était surtout problématique, c'était cette équipe première. D'accord, ok. Parce que l'explication qu'il te donne, c'est il n'y a pas de souci, on va faire le nécessaire pour vos jeunes, pour vos féminines, parce que vous êtes un club qui compte énormément sur le département et dans la région, club historique. Mais par contre, on ne va pas vous louper sur l'équipe première. Parce que les ingérences financières ou autres, on ne peut plus passer à côté. Et aujourd'hui, avec la refonte des championnats que tu as actuellement, là tu as 5 ou 6 descentes de N2, de N3, etc. Bon, les mecs, s'ils voient un club qui est un petit peu... et qui encore arrive à rester au même niveau... Ils préfèrent les sortir. Ils préfèrent les sortir. Pour suivre la règle. Et, tout à fait. Et donc on a réussi donc à restaffer le club avec nos différents éducateurs. Et puis derrière, on a mis un fonctionnement en place où nous, l'idée, c'est d'être vraiment proche des équipes, ce qui était reproché auparavant. Donc arriver à retisser du lien, que ce soit avec les éducateurs, les familles, les joueurs, les partenaires et la mairie. Dis-moi, j'ai une question à ce sujet-là. Est-ce qu'à ce moment-là, quand tu reprends comme ça et que la mairie, vu que maintenant vous avez créé Poissy Football Club, l'AS Poissy n'existe plus. Donc la mairie, c'est quoi leur vision par rapport au budget qu'ils vont vous mettre en place ? Ça veut dire que, est-ce qu'ils se disent, on leur donne un budget, je ne sais pas combien c'est le budget qu'ils avaient avant sur l'AS Poissy, mais est-ce qu'ils repartent avec le même budget ou est-ce qu'à ce moment-là, vous avez moins ?
Voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on aimerait savoir. Voire même plus. Ouais, ça c'est très important. Comment vous allez vivre sur le nouveau... Très important, Ibou, ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, tu as des subventions qui sont allouées par les mairies au niveau des associations, qui sont généralement distribuées en fonction du niveau et en fonction également de la taille de tes associations. Nombre de licenciés, quoi. Donc, plus ton association joue à un niveau élevé, plus tu peux te permettre d'avoir une subvention importante, du fait des déplacements, du fait de plein d'éléments. Mais également la taille de l'association. Plus tu as un nombre important de licenciés, plus ta subvention peut être importante. Carrément. Donc aujourd'hui, quand on échange avec la mairie nous dit on va vous accompagner, mais par contre vous n'aurez pas la même subvention qui était donnée auparavant au club, du fait du niveau qui était auparavant le leur et du fait du niveau que vous êtes, auquel vous êtes maintenant. Donc la subvention est une subvention qui est moins importante, mais qui reste cohérente par rapport aux subventions qui peuvent se donner dans le département et au niveau des autres associations. Mais après, dans l'approche, il a fallu être smart et c'est pour ça qu'on travaille encore avec les partenaires, qu'il faut arriver à encore déclencher au niveau des partenaires de nouvelles sommes pour arriver à finaliser notre budget. Parce que tu n'es pas au même niveau, donc tu n'as pas les mêmes dépenses. Mais du fait que ton association grandit, tu es obligé de prendre des éducateurs supplémentaires. Et donc tout ça, c'est les éléments qui viennent s'additionner, tout comme les équipements, tout comme le matériel, parce que là, tu repars de zéro. Donc il a fallu tout racheter. Donc autant dire que quand tu dois rééquiper tout un club, c'est pas le même budget si tu avais 10 ans d'existence et donc tu as déjà tes équipements depuis un certain moment. Donc même sur des tenues de match, tu peux réutiliser les mêmes, etc. Là, non, il a fallu tout recréer. Vous avez plus les tenues, il y avait quasiment plus rien du coup là. Non. On avait, en plus, il y a énormément de choses qui ont disparu au club, donc on n'avait plus rien. Donc on est vraiment, quand je te dis, on est vraiment reparti de zéro sur ce point-là. Wow. Il a fallu tout recréer, donc retrouver une gamme, choisir la gamme, savoir le nombre de matériel, le nombre, tout simplement des bêtises, coupelles, cerceaux, ballons. Les ballons coûtent extrêmement cher aujourd'hui. Donc il a fallu faire tout ce travail en amont pour se dire, bon voilà, et en plus au départ, quand on a les échanges avec la mairie, avec la vague de départ, parce que quand on reprend le club, on ouvre Foot Club qui est le logiciel un petit peu de suivi des clubs pour savoir ton nombre d'inscrits, etc. Donc tu sais, quand tu ouvres ce logiciel, tu sais le nombre de personnes qui sont parties. On ouvre le logiciel, on a déjà 120 personnes qui sont parties du club. Donc tu te dis, c'est pareil, tu es dans le flou, tu te dis à combien de licenciés on va se retrouver. Donc au départ, on nous dit si vous avez 400-500 licenciés, c'est déjà magnifique. Sauf qu'on n'a pas 400-500 licenciés, on se retrouve avec 1000 licenciés. Donc tu vois, il faut arriver à adapter, il faut arriver à fournir tout le monde, ce qui n'a pas été facile, sachant qu'en plus, normalement, comme je vous l'expliquais, tes commandes, tu les passes au mois de mars. Ouais, c'est ça. Là, tu les passes au mois d'août. Les adolescents, surtout les adolescents, parce que tu as dit que vous avez eu un peu de difficultés à garder. Ils sont partis où? Dans les clubs limitrophes. Donc, je vais te donner des exemples. Tu as les Mureaux, tu as Mantes, tu as Versailles, tu as également Vilaine qui est un tout petit club qui est à côté de Poissy, mais qui en ce moment travaille bien, donc ils ont réussi à avoir des éléments. En fait, on a eu moins le problème sur les écoles de football, parce que école de football dit jeune âge, dit parents. C'est la proximité. Exactement, dit proximité. Par contre, quand tu arrives sur certaines catégories où les enfants sont en âge de se déplacer, prendre le bus, le train, ça devient pas compliqué. Exactement. Et donc aujourd'hui, on a cette problématique sportive sur ces catégories U16, U18, U20, un petit peu, où tu as énormément de départs. Et sachant, et c'est ça le point qu'il faut avoir en tête dans le fonctionnement d'un club, c'est que nous, on a dû faire avec les mutés et les mutés hors délai. Donc, ce qui signifie que généralement, jusqu'au 15 juillet, tu as le droit de faire signer tes joueurs qui ne sont pas mutés hors délai. À partir du 15 juillet, tes joueurs qui arrivent au club sont mutés hors délai. Sauf que nous, le club a été créé début août. Donc on n'a pas eu la chance de recruter des joueurs, même s'il y avait déjà des joueurs qui avaient donné leur accord bien avant le 15 juillet pour venir à Poissy. On s'est retrouvé donc à avoir 2 mutés hors délai en senior et 1 muté hors délai en jeune. Donc ça veut dire qu'en fait tu ne peux strictement pas recruter. Donc ça veut dire que dans l'approche des choses, il faut que tu arrives à trouver des joueurs libres, arriver à avoir des joueurs libres. Et quand tu fais ton recrutement sur ces 2 joueurs en senior mutés hors délai ou ce joueur muté en équipe de jeunes, avoir un profil vraiment très intéressant qui t'apporte une réelle plus-value et pas se tromper. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux nous dire que toutes tes catégories ont été maintenues du coup?
Quand tu dis maintenus, c'est-à-dire? Enfin, sont maintenus entre guillemets, c'est de dire ils sont existants aujourd'hui. Ça veut dire que tu as toutes tes couches de catégories qui sont là. Là, on a réussi à avoir toutes nos catégories qui sont remplies. On a eu des vagues d'arrivées parce qu'on a, si tu veux, tu as la création du club qui s'effectue début août. Tu relances la saison avec les reprises de chacune des équipes au fur et à mesure du mois d'août et septembre. Et puis derrière, tu as ce qu'on appelle le forum des associations qui est mis en place par la mairie chaque année avec toutes les villes. Et là, nous, la mairie nous avait donné une instruction, c'était d'accueillir l'ensemble des Pissiakais et Pissiakaises. Vous reprenez le club, il n'y a pas de souci, vous mettez en place ce que vous souhaitez. Mais par contre, la priorité, c'est que tous les enfants de Poissy, adolescents de Poissy, qui puissent jouer au ballon, vont trouver sa place. Voilà, jouer à Poissy. Et donc ça, c'était un gros challenge parce qu'on, dans la création du club, nous on a créé, ça existait déjà auparavant, mais le pôle, ce qu'on appelle le pôle loisir. Donc ce qui permet aux jeunes qui commencent le foot de découvrir le foot. Ils ont une séance par semaine. L'année d'avant, ils en avaient 90, on s'est retrouvé à 160. Okay. Énorme. Ce qui est énorme. Donc il faut arriver derrière à trouver la balance. Et après, c'est pareil, tu as des sujets au niveau de l'organisation des créneaux des terrains. Nous, à Poissy, on a 2 sites. Donc Léo Lagrange qui est en bas de Poissy et le COSEC qui est en haut de Poissy. Léo Lagrange, tu as un terrain synthétique. Au COSEC, tu as 2 terrains synthétiques et un terrain en herbe. Et donc avec ça, il faut que tu puisses accueillir l'ensemble de tes 1000 licenciés toute la semaine. Ce qui est un casse-tête incroyable. Terrain synthétique, ça va. Mais par contre, oui. Après, au final, quand tu commences au final, quand tu commences à faire le point sur les autres clubs et ce que les autres clubs ont en termes d'infrastructure, tu te dis ça va. À niveau de terrain, ça va. Mais c'est un casse-tête. Donc vous avez, quand on parle du foot 11, les U14, U16, U18 et U20. Exactement. U14, on est une U15. Ah, vous avez U15. U15, donc une U15 R2. R2. Donc qui a été, ce sont les. Et U14, quel niveau? R3. D'ailleurs, ils sont premiers actuellement. Ce qui est une belle surprise. U15 R2, U16. U16 R3. R3, ok. Ensuite, tu as les vous avez U18. La U17 Non, U18. Pas U17 encore, mais dans la réflexion des choses et dans le développement du projet, je pense qu'avoir une catégorie U17. C'est smart. Okay. Donc c'est la réflexion qu'on a actuellement et je pense qu'on va aller sur la création d'une équipe U17. Donc derrière, non pas encore U17 mais U18 et après on a nos U20. La U18 elle se trouve à quel niveau? R3. Et la U20 U20 R1. R1. Ok. Donc on reste sur des niveaux qui pour moi sont faibles mais qui restent au niveau régional, sauf qu'actuellement on a nos U16 et U18 qui sont en difficulté du fait des différents éléments qu'on a évoqués ensemble et donc ils sont actuellement derniers. Donc il faut arriver à trouver des solutions pour arriver à les maintenir. C'est au C R3. R3, donc ça veut dire que tu descends de R3 en D1. Et au 18 R1. R3. R3 aussi. Si tu descends en D1. Les deux D1. c'est R3. Voilà, exactement. Et en fait, c'est le niveau. Il y a cette barrière psychologique qui est pour moi. Tu descends de R2 à R3, tu restes quand même en Ligue. Tu restes là. Quand tu passes R3 D1, district, c'est un peu plus ennuyant. Bon, il y a encore moitié saison. Voilà, il y a encore on fait tout en tout cas pour arriver à maintenir ces équipes. En U16, on a été obligé de changer le coach, ce qui a été une stratégie de notre part pour arriver à instaurer une nouvelle dynamique et faire le maximum pour maintenir cette équipe. Donc on va voir. Et l'équipe première, comment ça se passe? L'équipe première D1, ça se passe bien. Ça a été compliqué au départ parce qu'il a fallu recréer une équipe. Ouais, j'imagine. Vous avez perdu tout l'effectif? Voilà, ils sont tous partis. Tout à fait. Tu as la N2, donc la N2, il n'y a aucun sujet. Tout le monde est parti. Tu avais une R2 en la réserve. Là, quasiment l'intégralité de la R2 est également partie. Okay. Et donc là, on a la réserve en R2. Exactement. La réserve, tu gardes le niveau? Tu as gardé le niveau? Non. Moi, c'est les deux, ils sont liés. Ah, c'est les deux. Exactement. Sont liés. Donc là, actuellement, on a une D1, une D3, une D4. Ok. Et donc là, si tu veux, la D1, on repart avec des jeunes du club, donc une grande majorité de U20. On arrive à faire venir 2 joueurs expérimentés qui étaient auparavant au club, qui ont joué à un niveau R1, voire National 3, National 2, donc qui intègrent le projet. Mais donc tu as ce delta de temps où il faut arriver à créer une dynamique, il faut que le coach arrive à mettre en place son projet de jeu. Tu reprends le club est créé encore une fois, est créé au mois de début août. C'est ça. Le championnat reprend, si je te dis pas de bêtises, il a repris début septembre et on a eu la confirmation qu'on partait en D1 quasiment sur la fin août. Donc ça a été très compliqué d'arriver à maintenir cet effectif. Donc il y a eu un départ qui a été un petit peu contrasté
parce qu'il a fallu créer cette dynamique, il a fallu que les mecs se connaissent les uns ensemble. Et donc au départ, tu te lances, c'est un petit peu compliqué, mais maintenant là, il reste sur 7 ou 8 matchs sans défaite avec 5 ou 6 victoires d'affilée. Donc ça reste, là, on est sur une belle dynamique et on sent vraiment quand on va voir les matchs qu'il y a quelque chose qui est créé. Ça donne quoi au niveau classement? Pardon. Et niveau classement, on est, si je te dis pas de bêtises, on est 3e actuellement. On est 3e, sauf que pareil, on n'a pas été aidé par le district et la ligue. Alors pour t'expliquer, on a pris 4 points de pénalité, ce qui est un petit peu embêtant pour nous, parce qu'avec 4 points, tu es quasiment premier aujourd'hui. Pour t'expliquer le fonctionnement, et je trouve que c'est là où tu te dis les institutions n'aident pas spécialement les clubs. Parce que pour vous expliquer, on a un joueur qui joue la première journée de championnat, qu'on gagne 3-0 à Rambouillet, donc pas photo, qui a l'ensemble de ses documents qui sont validés, donc licence, il vous faut également le certificat du médecin, médical. Voilà, exactement, tout est validé. Sauf qu'on s'aperçoit que l'année dernière, il jouait sous un faux nom, donc il jouait avec son nom mais une faute d'orthographe, et qu'il avait été validé par les institutions. Nous, au club, on arrive à reprendre le dossier, il joue sous le bon nom. Donc il joue avec l'ensemble des bons prénoms, bons noms. Validé également par la Ligue et par le district. On joue le match. 2-3 jours après, réserve de Rambouillet, parce qu'au vu de la situation, les clubs au départ te font des réserves à Tire-Larigot. Ce qu'ils se disent, c'est sûr qu'à un moment donné, ils ont dû rentrer 600 ou 700 licences en 2 mois, normalement ce que tu fais en 4 mois. C'est sûr, il y a quelque chose, à un moment, on tente notre chance. Et il s'avère que la Ligue te dit au final, ah bah non, en fait, ils ont raison de déposer leurs réserves, parce que votre joueur, certes, il a l'ensemble des bons documents et certes, il joue sous le bon nom, sauf que vous avez créé un nouveau joueur et l'année dernière, il était déjà au club. Donc en fait, on refuse. Donc c'est la mutation. Donc il aurait fallu le prendre sur l'ancien nom, quoi. Exactement. C'est la folie. C'est incroyable. Et donc on se bat avec ça. Dans l'erreur, tranquille. Pour vous, c'était une réinscription. Pour eux, c'était une mutation. Voilà. C'est ça. En quelque sorte, il fallait continuer avec le nom et le prénom qu'il avait auparavant, ça aurait posé aucun problème, que de recréer. C'est une nouvelle personne. Et donc en fait, ils n'ont pas accepté parce qu'il y a un nouveau joueur qui a été créé. Et en fait, il n'y avait plus d'historique sur lui, quoi. Voilà, tout à fait. Et donc tu te retrouves avec 4 points de pénalité, ce qui est pour moi une aberration. Donc on s'est battu, on a été au district, on a été à la Ligue, et maintenant on est au CNSF. Ils reconnaissent qu'il y a une erreur, mais ils disent, dans les lois, vous auriez dû faire autrement. Et donc on vous met ces points de pénalité. On reste sur le papier, quoi. Voilà, donc c'est pas compliqué, il faut se battre tous les jours, ça fait partie du jeu, mais je trouve ça surtout sur des lancements de clubs comme ça, parce qu'aujourd'hui c'est une aberration les questions de muter. Aujourd'hui tu es obligé de faire avec les mutés alors que ton club a été créé après la limitation des mutés. Il pourrait y avoir un peu d'indulgence à ce niveau-là aussi. Exactement, donc je pense qu'il y a un travail aussi à avoir par rapport à ça, pour essayer d'être dans l'accompagnement et pas toujours d'être en train de réprimander. On a évoqué ce sujet avec David Rémis, tu te souviens? Oui. Oui. Parce qu'après, d'un côté, les clubs qui disent le district, on parle de district, vous êtes toujours avec la corde très courte à nous punir en continuation. Et le district qui dit on a difficulté de communiquer avec les clubs. Et donc tu vois, Beto, par rapport à ça, il a fallu aussi faire un gros travail de relationnel avec ces institutions, même si aujourd'hui on n'est pas aidé parce qu'ils ne nous aident pas sur ce point-là, mais parce que c'était totalement, et je pense qu'on en pâtit aussi, parce que la relation avec l'ancien club était totalement cassée avec les institutions. Donc il a fallu recréer aussi cette relation avec les institutions, donc rencontrer le président du district, aller aux réunions régulières, ce qui pourrait, on pourrait se dire c'est normal, mais qui n'était pas fait auparavant. Donc tout ce travail de relationnel a dû être refait. Il faut reconstruire. Il faut tout reconstruire. Il faut repartir sur des bonnes bases. C'est ça. Et juste une petite curiosité, donc du coup avec ce nouveau club, donc Poissy Football Club, le logo il change? Exactement. En fait, si tu veux, tu n'avais pas le choix. Alors donc tu avais l'AS Poissy auparavant. Nous, on décide avec la direction de se lancer dans la nouvelle aventure et on souhaitait garder les mêmes initiales
pour arriver à faciliter l'ensemble des changements, que ça reste quand même, on garde quand même cet esprit d'ancien club avec un renouveau, mais garder cet esprit. Et sauf qu'au final, les mecs te disent, ah non, là, il faut tout changer. Donc tu n'as plus le droit d'avoir les mêmes initiales, tu changes totalement de nom, donc c'est pour ça qu'on est parti sur le Poissy Football Club. Et pareil, au niveau du logo, changement de logo. Si je ne me trompe pas, le logo il était plutôt nouveau, non? Ouais, là avec le requin. Ouais, exactement, ils avaient un petit peu refait quelque chose de nouveau. Il était joli. Il était agressif, il était sympa. Ouais. Très américain. Exactement. Dans l'esprit très américain. Quentin, question simple. Mm. Les soucis judiciaires que vous avez eus à niveau économique, c'était surtout sur l'équipe première. Alors, ça, il y a un débat par rapport à ça. Moi, je n'étais pas au club la saison précédente. Donc, je ne pourrais pas vous donner l'ensemble des informations parce que je ne les connaissais pas. Je ne les connais pas, l'ensemble des tenants aboutissants. Quand tu fais l'audit avec l'ensemble des personnes qui étaient auparavant au club, les personnes te disent c'était énormément pour notre équipe première. C'est les primes du match, primes de match, les salaire. contrats de salaire. Après, c'est pareil, tu échanges avec, j'ai dû échanger peut-être avec 50-100 personnes au sein du club. Tu as les avis qui divergent, tu as les positionnements qui sont différents, donc ils ont une vision différente. Donc aujourd'hui, je ne pourrais pas te dire si c'est seulement la N2, je ne pense pas. Je pense que c'est un tout, hein, c'est un global. Mais il est vrai que le budget qui était alloué à la N2 était un budget, je pense, important. Ouais. Était un budget important. Il n'a jamais été judicieux de créer deux entités différentes entre la N2 et la partie associative. C'est quelque chose qui était... Tu veux dire la création d'une SASP ? Par exemple ? Moi, je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Mais à l'heure où nous, on était, en tout cas auparavant au club, il était plus judicieux d'arriver à vraiment consolider la relation que tu peux avoir entre tes jeunes, entre ton équipe première, parce qu'à terme, il faut arriver à créer une vraie passerelle et créer vraiment des grosses bases solides pour derrière pouvoir, pourquoi pas, dans un second temps, arriver à créer cette SASP sur ton équipe première et avoir ton association qui est bien sûr rattachée au sein du club. Mais pour moi, pour arriver à se lancer sur une SASP, ce qui a été fait d'ailleurs à Versailles, qui fonctionne plutôt bien, même s'ils ont une saison, je dirais en ce moment, un petit peu compliquée, c'est très intéressant, mais il faut être très costaud. C'est ça. Il faut être très costaud. Et je pense aussi. Tout à fait. Et je pense qu'aujourd'hui, si ce n'avait pas été créé auparavant, c'est que le club n'était pas encore prêt. Voilà, exactement. Mais je pense qu'à terme, si tu arrives à créer un club avec des bases solides, donc une fondation vraiment solide, et à arriver à emmener une nouvelle dynamique où tu montes au fur et à mesure les divisions et que tu te retrouves à un niveau très intéressant dans un futur, je pense que c'est ce qu'il faut arriver à faire au niveau stratégique. J'ai une autre question par rapport à la vision de la ville. La ville, aujourd'hui, est-ce qu'elle est vraiment impliquée au niveau football dans la ville de Poissy ? Parce qu'on sait que donc il y avait ton père qui était à la mairie. Est-ce que s'il avait été là, est-ce que à ce moment-là, parce que lui c'est quelqu'un qui était impliqué dans le foot, il a été président aussi du club et qui est très très sensible sur l'aspect foot. Est-ce que ça aurait pu changer s'il était là, ou aujourd'hui cette ville-là n'est pas du tout football ? Alors déjà, je pense que tu as une vérité qui est très économique, je vais te parler de l'ancien club, hein. Une vérité très économique, c'est qu'à partir du moment où tu te retrouves avec un déficit qui est assez important, tu peux avoir un passionné, tu peux avoir qui que ce soit à la tête de la mairie, tu as cette réalité économique. Après, nous, sur la création du nouveau projet, ils nous accompagnent énormément, que ce soit sur l'organisation, même si ce n'est pas toujours facile, parce qu'on sait les institutions publiques telles que la mairie, il faut arriver à se battre avec eux pour arriver à mettre des choses en place, mais ils nous accompagnent. Donc après, c'est sûr qu'on n'est pas avec une mairie qui est, je dirais, 100% sport. Après, on travaille en étroite collaboration avec le service des sports, avec 2 personnes qui gèrent ce service des sports, où on est en relation, je dirais pas quotidienne, mais on se fait des points très réguliers. Donc eux, ils nous apportent leur aide au niveau support. Là, on a créé des événements, des tournois, ils mettent à disposition le matériel nécessaire, etc. Donc il y a un accompagnement qui est quand même fait. Mais c'est sûr que peut-être que si tu as quelqu'un qui est 100% foot à la tête de la mairie, l'accompagnement est différent. Mais on reste sur un accompagnement qui est, je dirais, dans l'idée qui est cohérent. Okay. Corrige-moi si je me trompe, et je demande l'aide à tous les deux. C'est un pôle pas industriel, mais il y a beaucoup de sociétés dans le coin, non ? À Poissy. À Poissy, tu as Stellantis, qui est anciennement Peugeot, qui est une très très grosse institution
que l'on connaît tous. Mais typiquement, je te prends Stellantis. Aujourd'hui, Stellantis n'est pas du tout intéressé par participer. Même pour elles ont tellement d'argent que je pense que c'est les... S'ils ouvrent le robinet d'un côté, il faut ouvrir pour tout le monde. Ils vont se mettre en difficulté. En tout cas, aujourd'hui, ils n'ont pas, ils n'ont pas, en tout cas, ils n'ont pas l'envie, je dirais, de... Mais c'est une zone, je ne dis pas industrielle, mais qu'il y a beaucoup de sociétés. Une zone dynamique, tu veux dire? Oui, dynamique, on va dire. Vous avez reçu des donations? On a des partenaires qui nous rejoignent au fur et à mesure. Après, qui dit ville dynamique, qui dit ville avec, comme tu l'expliques, un petit peu industriel où tu as une dynamique, ne dit pas qu'ils vont t'ouvrir les valves et parce que tu es le nouveau club, ils vont te donner à toute berzingue. Je pense que dans l'approche des choses, ils veulent aussi voir comment se déroule la nouvelle reprise du club, voir la dynamique qui est instaurée. Et puis là, à ce moment-là, oui, bien sûr, nous accompagner. Après, on a déjà des partenaires et ils sont de plus en plus nombreux à nous accompagner. Donc on va arriver à créer à terme une belle dynamique au niveau des partenaires. Ils se sont sensibilisés avec la situation? Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant dans l'approche des choses, c'est que on ne peut pas aller chercher des partenaires on va se dire les vérités, sur le niveau sportif. Parce qu'aujourd'hui, tu es en D1, donc tu es au niveau départemental, tu n'as pas la visibilité que tu pouvais avoir en N2, tu n'as pas cette attractivité. On va pas se mentir non plus, c'est pas le même niveau de jeu que tu pouvais avoir auparavant au niveau national, donc c'est moins attrayant. Par contre, tu as un volet qui intéresse beaucoup les partenaires, c'est le volet social et tout ce que tu peux mettre en place pour les jeunes, entre autres. Et donc c'est sur ce volet-là qu'on essaye de développer le projet également, parce qu'une association, au sens propre du terme, c'est aussi arriver à faire vivre les enfants, les quartiers, que ce soit vraiment un lieu de vie. Intégrer la ville, non? Tout à fait. Et donc nous, c'est sur ce volet-là qu'on travaille pour arriver derrière à attraper l'ensemble des partenaires qui pourraient nous rejoindre. Parce qu'à la base, ça reste une association et je pense que les associations elles auront surtout ces volets, non? Éducatif, social. Tout à fait. Après, le sportif... Le sportif, c'est exactement... C'est la conséquence de ça. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et même, bien sûr que c'est important. Hein. Moi qui ai passé par... j'ai vraiment connu le niveau amateur très bas, le niveau amateur de haut niveau et le niveau professionnel. Donc j'ai connu tous les étages de la fusée. Et aujourd'hui, même quand tu es dans un club pro, tu n'es pas sûr de passer pro. Donc aujourd'hui, le club, quand il a un jeune, il faut avoir en tête que le but, bien sûr, pour les meilleurs, si on en a un ou deux sur peut-être 5 ans, c'est déjà énorme. Mais c'est surtout d'arriver à former l'homme et la femme de demain. Ouais. C'est ça vraiment l'objectif. Et aujourd'hui, le foot, je pense que les gens ne se rendent pas compte de la force du foot par rapport à l'éducation des hommes et des femmes. Complètement. Aujourd'hui, et en tout cas moi j'ai pu le voir durant mon parcours, le foot a été une force énorme sur mon parcours. Parce que dans le foot, tu as le vivre ensemble, tu as la créativité, tu as la communication, tu as la confiance en soi. En fait, c'est tous ces éléments que tu ne vas pas développer à l'école que tu développes au foot. Et je pense qu'aujourd'hui, nous, sur ce qu'il faut travailler, c'est vraiment l'ensemble de ces points-là pour se dire, on a nos jeunes enfants, super, ils rêvent, il faut les accompagner, il faut les faire rêver. Parce qu'à cet âge-là, si on te dit, voilà, tout à fait. Si on te dit, non, tu ne seras pas footballeur pro, tu tues les petits. Tu tues les petits. Donc, il faut les accompagner, mais il faut leur dire aussi, les gars, vous voulez être footballeur pro, c'est super, on va tout faire pour vous accompagner, mais à côté, tu as d'autres éléments, tu as d'autres trajectoires de vie. Et moi, sur mon parcours perso et professionnel, si je n'avais pas, à côté du football, développé tout ce que je mets en place, donc que ce soit les diplômes, que ce soit le relationnel que je travaille, que ce soit le réseau, etc., je n'en serais pas là actuellement. Parce que le foot, c'est top, mais derrière, c'est très précaire. C'est pour ça d'ailleurs, après on va parler un peu de ton parcours pour entrer un peu plus dedans, parce qu'on veut savoir un peu comment tu as commencé le foot. Exact. Et on va voir tout ça, comment ça se décline derrière. Mais j'avais juste une question avant d'enchaîner sur toi. Comment tu gères maintenant le fait que le Paris Saint-Germain soit sur Poissy et que vous soyez aussi sur Poissy? Est-ce que c'est bénéfique pour vous ou est-ce que c'est... Aujourd'hui, je pense que déjà dans un premier temps, pour la ville c'est incroyable. On va faire la part des choses, ville et club. Pour la ville c'est incroyable parce que tu as créé un nombre d'emplois énorme. C'est 1000 sur la durée des travaux. 1000 emplois sur la durée des travaux, ce qui est énorme. Tu as des investissements qui sont énormes. Tu as le Paris Saint-Germain qui est une très belle institution qui est à Poissy. Donc en termes de visibilité, même pour la ville, c'est incroyable. Et après, donc tu as le club. Le club, c'est une situation différente. Aujourd'hui, tu as le Paris Saint-Germain qui est un club
je dirais top 5 monde. Et puis tu as le Poissy qui est maintenant petit niveau départemental. Donc il va falloir arriver à terme à créer une passerelle avec eux. Je pense qu'il est aujourd'hui intéressant quand tu as le Paris Saint-Germain quasiment à 200 mètres, donc vraiment la porte à côté, c'est d'arriver à quand même créer une relation. Enfin, je veux dire, si aujourd'hui on a le PSG qui est à côté de la maison et on n'essaye pas de mettre des choses en place avec eux, on n'a rien compris. Et donc c'est pour ça, mais ça passe, ça va être un gros travail qui va être à mettre en place pour arriver au fur et à mesure à créer des passerelles avec eux. Typiquement ce qu'on fait cette année avec la Fondation PSG. Donc Fondation PSG qui est bien sûr différent du club professionnel PSG qui est une filiale. Et on travaille sur ce volet social, encore une fois, avec le 11 de légende qui met en relation des jeunes enfants joueurs chez nous licenciés à Poissy, donc 3 garçons, 3 filles, avec des enfants qui sont autistes. Et donc ils se retrouvent pendant une séance chaque mercredi, qui va commencer d'ailleurs bientôt, pendant 1h30, pour sensibiliser ces enfants à travers le sport à l'handicap. Donc il va falloir arriver à créer des passerelles, à tisser du lien au fur et à mesure avec eux, mais aujourd'hui il est vrai que quand tu prends sur le papier, tu as le PSG qui est dans une autre dimension, et aujourd'hui tu as Poissy qui est en bas. Donc c'est vrai que pour vous, c'est une opportunité, quoi. Et tout à fait. Par contre, c'est une très belle opportunité. C'est une opportunité. Et puis je pense qu'à terme, ils sont juste à côté de la maison. Si tu peux créer une passerelle pour envoyer quelques profils au PSG, ça peut être top. Et je pense que dans une réflexion stratégique, et ce qui avait été, je pense, réfléchi auparavant, c'est de se dire que tu as le PSG avec sa Ligue 1, mais derrière, tu n'as pas spécialement d'équipe réserve. Ton équipe réserve actuellement, elle est en R1, elle est dernière de R1. Si tu avais su garder cette N2, tu pouvais se dire, bon, au niveau des jeunes profils, tu es la porte à maison, tu es la porte qui est vraiment juste à côté de la maison. On t'envoie 1 ou 2 profils du centre de formation qui sont intéressants. Ils vont s'aguerrir en N2 et puis derrière, on les récupère. Mais aujourd'hui, tu es en D1. Tu n'es plus en N2, donc c'est pas la même réflexion. Bon, vous avez déjà eu une approche avec l'association, ils ont été ouverts. Avec la fondation d'ailleurs qui nous ont contactés, et ce qui est très bien. En tout cas, pour ces jeunes-là, je pense que c'est très bien parce que dans le discours, c'est typiquement ce qu'on se disait. Aujourd'hui, le football, en termes social, doit aider ces gamins à rentrer dans le cercle de la vie et devenir des hommes et des femmes de demain et des vrais citoyens. Et je pense que quand à cet âge-là, surtout, c'est des jeunes qui ont 10, 11 ans, arriver à collaborer avec des jeunes autistes, je pense que tu apprends énormément. C'est ça. Je pense que tu apprends énormément. Donc pour eux, en tout cas, c'est une belle opportunité et on est fiers de pouvoir développer ça avec la Fondation PSG. Santé au club du Poissy. Ouais, franchement, tu pars de très loin et c'est vrai que tout ce que tu dis, c'est hyper cohérent. Et c'est vrai que c'est un gros boulot, c'est un gros challenge. Et je pense que mentalement, tu es prêt. Et c'est un club que tu aimes aussi. Comme tu dis, comme disait l'autre fille, tu as le sang jaune et bleu qui coule. Donc voilà, j'ai aucun doute que tu vas aller au bout du truc. Mais tu vois, par rapport à ça, Ibou, je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est intéressant. Tu parlais d'arriver mentalement à être prêt à ce challenge. On va pas se mentir, j'ai un nom qui est connu dans la ville, qui est connu dans la région. Et donc au départ, moi, quand je fais mon parcours sportif, je joue en jeune à Poissy, je joue ensuite au PSG, à Dijon, et je reviens à Poissy, je joue en N2. Donc je commence à jouer en N2 à 18 ans. À chaque fois qu'on perdait, c'était pour ma pomme. Ah, c'est le fils d'eux, c'est le fils d'eux, c'est le fils du maire, etc. À chaque fois qu'on gagnait, c'était jamais moi, bizarrement. Bizarrement, c'était jamais moi. Mais quand tu arrives à cet âge-là, en fait, parce qu'il faut savoir que, en tout cas, moi, la vision que j'ai du foot, c'est que les gens bossent toute la semaine, ils se foutent chier au boulot, ils viennent le week-end, c'est un peu le défouloir. C'est ça. Donc ils ont besoin de voir du spectacle, ils ont besoin de se défouler, donc tout y passe. Mais quand à 18 ans ça t'arrive et que tu prends cette vague un petit peu de haine je dirais dans la tronche, c'est compliqué à gérer parce que t'es pas préparé. En tout cas moi je n'étais pas préparé. Donc au départ les réflexions sur le fils d'eux, etc. c'était compliqué à gérer. Mais en fait après tu retournes le problème et tu te dis en fait c'est une opportunité. Parce que tout ce que tu prends là, ça te permet d'élargir le dos et après t'es tranquille. Et aujourd'hui si j'ai réussi à autant voyager, à faire une petite carrière en pro et à me bouger, je dirais, excusez-moi du terme, autant le cul, c'est parce que tous ces mecs qui ont craché sur mon dos,
ça m'a motivé à me dire, mais les gars, allez-y, Ouais. allez-y. Ça t'a renforcé. Allez-y, et tout à fait. Allez-y, et je vais réussir, et je vais même réussir pour vous. Allez-y. Vos enfants. Pour vos enfants. Donc au final, ça a été une opportunité. Et donc là, quand je reviens prendre la direction, on sait très bien que les mecs vont jacter. Donc les mecs jactent, mais moi aujourd'hui, j'ai envie de te dire, je n'ai même plus le temps, parce que je suis tellement concentré sur mon projet et ce que je veux mettre en place, que ça me touche ni près ni de loin. Donc les mecs peuvent continuer à y aller. J'appelle ça les fans. Ouais. C'est vraiment des fans. Les mecs sont fans. Mais donc aujourd'hui, je suis béton armé. Et en tout cas, même dans mon parcours pro et perso, quand j'ai pu jouer en pro à l'étranger, etc., je me suis retrouvé face à des situations. Je suis tellement béton armé maintenant qu'il n'y a plus rien qui peut m'arriver. Ouais, t'es totalement hermétique de Et tout tout ça. à fait. Toi, quel âge, Quentin? 28 ans. 28. 28. Pour jouer, hein. Tu vois. Bah oui, pas encore. Ah oui. Pas encore Oh. mettre des lunettes. Toi, je passe, Quentin. Toi, jouer en N2 à 18 ans. Tout à fait, N2. Toi, fait Poissy. Donc j'ai été formé dans les petits clubs. Ouais, je vais te faire un petit peu rapidement le petit Oui. parcours rapide. Non, comment Vas-y. tu commences au départ? Tu commences où? Là, Non, je commence à Chappé, qui est une toute petite ville, une bourgade à 15 km de Poissy. Ok. Je fais Chappé, Portugais de Verneuil, Donc, tu habitais là-bas, j'imagine. et tout à fait. Portugais de Verneuil. Mhm. Ensuite, je fais Chatou, Poissy, PSG, Dijon. Je reviens à Poissy, N2 à 18 ans. Je fais mes premiers Mais tu matchs. fais en après-formation Voilà, à Dijon, au Paris Saint-Germain, quoi. Voilà, formation à Dijon en 17 NAS. Ok. Je fais une année où je suis pas gardé. Et donc derrière, il faut arriver Ah, à tu fais en retrouver- premier an, juste un an Voilà, à, une année à Dijon. à Dijon. Je suis Pré-formation. Non, c'est 17 ans, donc tu es en formation. Non, là, t'es en formation. Là, Formation c'est 17 NAS. ouais. Mais ça veut dire que quand tu rentres au PSG, Ouais. tu fais 3 ans au PSG. Je fais 4 ans. Je fais 4 de ans mes 12 à 16 ans. Donc, c'est là que tu fais la pré T'es au centre Non, avec l'assaut. avec l'assaut là. avec l'assaut. ok. D'accord. Avec Et l'assaut. comment ça se passe là? Et avec l'assaut, à cette époque-là, c'était pas l'époque du PSG actuellement. Mhm. Ils étaient dans un stéréotype où il fallait être sacrément costaud, Il est à 15 ans. Ouais. puissant, etc. Donc je jouais pas énormément Mhm. parce que j'ai grandi assez tard et j'étais assez frêle Mhm. et petit. Mhm. Donc ça a été compliqué au départ d'arriver à s'imposer. Et en fait, quand j'arrive au bout de mes 4 ans, j'avais l'opportunité de toujours continuer avec l'assaut au PSG. Ok. Mais je me dis, bon, faut peut-être essayer et tenter le challenge et aller voir ailleurs. Mhm. Et donc j'ai cette opportunité qui se présente à Dijon Ok. en 17 NAS où je fais mon année. Finalement, je suis pas conservé quasiment pour les mêmes raisons. Ouais. Parce que Retard morpho, tout ça. tout à fait. Je fais, Ouais. je fais le point à la fin de l'année avec le coach. Le coach me dit, écoute, techniquement, joueur très intéressant, dans la mentalité incroyable, très bon jeu long, mais malheureusement, tu n'as pas le gabarit pour aller jouer au-dessus. Mhm. Donc terminé. Tu joues quel poste? Alors j'ai commencé formé 6 et après j'ai basculé derrière Dev Centre. Des centrales. Donc soit sentinelle devant la défense ou soit... Tu vois quand même pour un mec qui était petit. Ouais. Après c'est lui qui met des coups après. Non, mais c'est dingue ça. Moi, j'ai subi un petit peu ça. Moi, ma croissance, elle a commencé là vers 16-17. Quoi. Et Moi t'as pas grandi encore. C'est pour ça que j'ai mon joie. Mais tu vois d'ailleurs par rapport à ça, Ah. Beto, c'est exactement ce que j'explique aussi aux parents, parce que les parents, c'est un vrai élément au sein des clubs. Ce que je leur explique, c'est que leurs enfants vont progresser à leur rythme. Et typiquement, c'est pas parce qu'aujourd'hui ton fils ou ta fille ne joue pas en équipe A ou n'est pas tout le temps titulaire que ça ne sera pas un bon footballeur ou footballeuse. Moi, dans ma carrière, j'ai pas tout le temps été titulaire. Au PSG, j'étais loin d'être tout le temps titulaire. Par contre, j'avais tellement la dalle et je savais que j'allais réussir que j'ai réussi à passer le cap. Et en fait, je pense que tu vois l'approche, on parlait de projet club, etc. Mais c'est bien expliqué aussi aux parents qu'aujourd'hui, chacun évolue à sa façon et qu'il faut respecter ça. Oui, mais parfois, à cause de ça, de la morphologie, de la croissance, ton départ est avec un handicap qui parfois c'est difficile de contourner. Bien sûr. Et voilà, ça vient et ça sort des parcours atypiques, des choses comme ça. Parfois à cause de ça. Ou grâce à ça. Ou Faut grâce voir à aussi ça, comme, ouais. comme une opportunité aussi. Ouais. Parce que tu grandis dans l'adversité, c'est pas facile pour toi, donc tu es obligé de développer une force de caractère différente des autres. En tout cas, moi je l'ai pris comme Oui, ça c'est sûr. pour derrière me dire attends, le mec me sort à Dijon, t'es bon sur ça, t'es bon sur ci, t'es bon sur ça, mais t'es pas assez costaud, donc en gros tu ne passeras pas le cap.
Et je me suis dit, mon pote, tu m'as bien vu, tu vas voir que je vais réussir à passer le palier. Au final, de ma génération, je crois, on est sur la première saison, ils sortent quasiment la moitié de l'effectif. La deuxième saison, ils sortent tout le monde. Tellement, c'est une lessiveuse, les centres de formation. Donc, ils sortent tout le monde. Et je crois, sur ma génération, on doit être 2-3 à avoir joué N2 et professionnel. Et ils me sortent quasiment le premier de Dijon. Et donc, Dijon, tu reviens à Poissy. Je reviens à Poissy. Et là, tu as 18 ans. Je reviens, j'ai 17 ans. Je fais une année en 18. C'est qui le coach à ce moment-là? Lotfi. Et en fait, Lotfi, je l'ai eu, donc Lotfi qui est un éducateur emblématique du club de Poissy. Je l'ai eu quand j'ai commencé le foot au Portugais de Verneuil. Et je le retrouve en 18 ans. C'est fou. Cool ça. En 18 ans à Poissy. Personnage atypique. Atypique, ouais. Caractère incroyable. Attachante et... Qui faisait tout pour ses jeunes. C'est ça. Et généralement, avec ce coach-là, c'est soit tu prenais ce qui te donnait à manger en quelque sorte et t'arrivais à progresser comme ça, ou alors soit tu te braquais parce que c'était un profil et un caractère particulier. Il fallait savoir le prendre et le comprendre. Ou alors soit ça passait pas. Mais avec moi, ça s'est très bien passé. Donc je fais une année qui se déroule très bien. La deuxième année, je fais pas mon année de 18. Je monte directement avec la réserve. Et j'intègre au fur et à mesure les entraînements en N2 jusqu'à intégrer totalement l'effectif N2. Tu joues à quel poste là quand tu montes en N2 là? Je jouais 6. Okay. N2, c'était qui le coach à l'époque? Alors à l'époque, quand je suis monté, on avait, alors pour pas te dire de bêtises, Thierry Boquet. Ah oui, Thierry Boquet. Je monte avec lui à l'époque. Et après, j'ai eu beaucoup de coachs. Nordine Kourici, ancien international algérien avec un parcours incroyable que j'ai eu. Ensuite, Kader Cheida. Ensuite, Laurent Hatton, coach incroyable qui venait de Normandie. Et après, Laurent Fournier. Ouais, c'est ça. Laurent Fournier. Et quand je suis avec Laurent Fournier, je fais année pleine où je suis tout le temps titulaire avec lui. Dans une défense à 3. Ouais, et donc, lui, c'était football, quoi. Ouais, exactement. Laurent, il respire le foot. Incroyable. Et tu restes jusqu'à quel âge? Donc, je fais de mes 18 à 21-22 ans. Je fais mes années. Donc, c'est la dernière année que je fais en N2 avant de partir aux États-Unis. C'est avec Laurent Hatton. Laurent Hatton, qui est un coach qui est énormément football, qui veut jouer vraiment football. Et donc, j'arrive à jouer titulaire sur la première partie de saison, mais je me blesse mi-saison, je me romps le tendon de l'adducteur. Oui. Enfin, blessure, tu vois jamais. Sur un appui. Imagine. Donc, 6 mois out. Et à ce moment-là, quand tu es blessé, tu as une réflexion quand même sur toi-même. Et donc, je me dis, N2, c'est bien, mais je sens que pour passer le cap niveau au-dessus, ça va être un peu juste. Donc j'ai cette opportunité qui apparaît pour aller aux États-Unis. Et donc je prends l'opportunité à fond. Je me dis, dans tous les cas, ça serait une expérience de vie incroyable. Je vais rencontrer de nouvelles personnes, une nouvelle culture, je vais apprendre une nouvelle langue. Je vais être sur un campus américain, en plus en Floride. C'est toi qui fais la démarche? Comment ça se passe ça? Exactement, c'est moi qui fais la démarche auprès d'une structure qui permet d'envoyer des jeunes profils comme le mien, donc typiquement centre de formation ou au niveau amateur vers les universités. Donc je fais la démarche, je contacte la personne, j'envoie des vidéos et derrière lui fait le relationnel avec les universités, te trouve une bourse d'études et après ça se fait rapidement. Enfin rapidement, quand je te dis rapidement, c'est 6 mois parce qu'il faut valider. Il faut déjà que tu aies des bons résultats scolaires. Il faut que tu valides un test d'anglais qui est le TOEFL. Parce que si tu n'as pas le TOEFL, tu ne peux pas partir étudier aux États-Unis. Donc un beau challenge. Et ça se fait de fil en aiguille. Et derrière, je pars en Floride. Oh. Incroyable, Floride. Et le niveau là-bas? Explique-nous un peu là-bas, là. Floride où exactement? Floride à Tampa. Ah donc oui, proche à Miami. Tu as Miami tu as Miami qui est tout en bas, tu crosses, en gros tu traverses la Floride d'est en ouest et c'est de l'autre côté de la Floride. Bon, t'es toujours en t-shirt quoi, torse nu quoi. La vie est incroyable. La vie est incroyable. Sauf les tempêtes, sinon tout va bien. 2-3 tempêtes mais t'as de la lumière, t'as du beau temps. C'est ça. Les gens sont ouverts d'esprit. Enfin, c'est une vision de vie qui est totalement différente. Et ça a été une expérience. Je pense que c'est la meilleure expérience de ma vie. Wow. Et si c'était à faire, je partirais, je pense même plus tôt. Et tu as fait toute la fac là-bas? Tu as fait la fac? Non, j'ai fait. Alors, ce qui se passe, c'est que je pars, je fais une année en universitaire
pour moi, sur le plan perso, ça se passe bien. Je joue l'ensemble des matchs. Je suis récompensé plusieurs fois sur des récompenses universitaires, donc sur les cours, mais également sportives. Je fais un championnat qui est semi-pro l'été, ce qui se fait généralement. Je reviens pour les joueurs, les futurs joueurs qui voudraient peut-être lancer dans ce projet comme ça. Et le coût financier, comment ça coûte et tout ça? Parce qu'on en a parlé tout à l'heure en off. Je crois qu'on est à plus de $50 000 voilà, pour quasiment tout à fait. En fait, ça varie des universités. Okay. Donc après, tu as des divisions. En fait, tu as la NCAA D1. Donc ça, c'est où tu as une division où tu as les plus grosses universités. Okay. Et ensuite, ça découle NCAA D2, NCAA D3. Et après, tu as d'autres universités. Et plus l'université est grosse, voilà, plus l'université est grosse, plus le coût va être élevé parce que tu as tout à fait, parce que le renommé, voilà, tout à fait. Est-ce que tu payes 50 000 par mois, toi? Non, ou par an? Sinon j'y serais pas allé. C'est pour ça qu'il a envoyé les vidéos. Donc, et tu donc, payes combien? voilà, et donc au final, moi, l'université où j'étais, qui s'appelle St. Leo University, c'était 50 000 € l'année, et donc je me suis retrouvé à payer 5 000 € l'année. Incroyable. Donc, parce que tu avais, je sais pas, 90% du bourse d'études. Tout à fait, 90%. Et dans ta bourse d'études, donc tu as ton logement, logé sur le campus dans un appartement que tu partages avec des roommates qui viennent des quatre coins du monde, incroyable. Tu as l'alimentation, donc matin, midi, soir. Tu as accès à la cantine, c'est ça? Voilà, tout à fait. Tu as les cours qui sont pris également en charge. Les entraînements, donc, voilà, tout vit dans le campus, quoi. Tu as tout. Tu as tout et enfin, tu n'as même pas besoin de sortir du campus pour et tu as toutes les infrastructures. Tu as la salle de muscu, tu as la piscine, tu as les terrains de basket. Et les fêtes, c'est comme à la télé? Yaya, il est intéressé. Yaya, il est intéressé. Les fêtes, c'est dans les basements. Il a envie de faire la fête là-bas. Si tu veux venir... on voit avec piscine, les gobelets avec les blondes, là, avec des gros... tu vois, Beto, c'est exactement ça. Ouais, c'est comme ça. Je pense que j'ai rarement autant profité qu'en année universitaire. Parce qu'en fait, si tu veux, l'approche est totalement différente. Déjà, il faut savoir qu'il fait assez chaud et il fait tout le temps beau. Donc, t'es pas dans la même approche. Toujours en bikini, quoi. Et la mentalité est différente. Si tu veux profiter, on va profiter. Donc, année incroyable. Et puis, on parle d'infrastructure. Je suis passé quand même par des clubs qui étaient intéressants, clubs professionnels, clubs haut niveau amateur. Je n'ai jamais vu des infrastructures comme ça. Les facs, là, c'est un truc incroyable. C'est incroyable. On avait 3 kinés. Sport, là, bah, tu vois, tu avais 3 kinés. Les prix au sérieux, quoi. Ouais, c'est 3 kinés qui nous suivaient sur tous nos déplacements. Quand tu te déplaces dans des gros hôtels où tu as des lits king size. Tu peux mettre 15 personnes dans le lit. C'est incroyable. C'est honnêtement... Et c'est pour ça, c'est bien que tu en parles, Ibou. Je conseille à tous les joueurs qui vont regarder ce podcast de ne pas hésiter une seule seconde, et s'ils veulent partir, il faut partir. Parce qu'au pire des cas, tu reviens, tu n'as pas réussi à devenir professionnel, tu reviens, tu parles anglais, tu reviens avec un diplôme, et tu reviens avec une expérience de vie que tu ne pourras pas vivre ici, quand tu es en France. Et tu vois, d'ailleurs, par rapport à ça, quand je pars aux États-Unis, je reviens au bout de 6 mois, parce que tu as un break d'1 mois pendant l'hiver, je reviens avec tous mes potes, et je me dis, mais je suis en décalage total. Parce qu'en fait, tu parles avec tes potes et tes gars, les mecs sont restés au même niveau. Et en fait, toi, tu es parti là-bas, tu vis des trucs incroyables. En fait, tu as l'impression que tu es totalement déconnecté de ce que font les mecs maintenant. Ouais, non, ça, je le comprends tout à fait. Ouais. Donc, non, expérience. Mais heureusement que j'ai fait qu'une année parce que. Donc, tu fais une seule année, pourquoi? Et donc, j'ai fait une année parce que derrière, donc, comme je te l'expliquais, je fais un championnat semi-professionnel. Donc, tu as des championnats de 2 mois qui durent sur 2 mois où tu joues tous les 3 jours. Et derrière, tu as des clubs pro qui scoutent, qui envoient des scouts et donc qui regardent un petit peu ce qui se passe. Et j'ai l'occasion de rentrer en contact avec le coach de San Diego, qui s'appelle Alex Gontran, qui est l'agent historique de Demba. Et donc Demba, avec Eden Hazard, crée un club à San Diego qui s'appelle San Diego 1904. Ah ouais. Ok. Et donc je rentre en contact avec le coach, il voit mes vidéos, il voit mes prestations et me dit, écoute Quentin, on ne te promet rien, mais viens à l'essai parce que ton profil est intéressant et puis on verra sur place. Et donc de fil en aiguille, je vais en essai, je fais 2 semaines d'essai, ça se passe très bien et je signe pro, mon premier contrat pro dans les US. Aux US, à San Diego. Inattendu, quoi. Inattendu. C'est beau. J'ai tellement bossé, donc je savais qu'à un moment ça allait venir. Mais c'est vrai que quand tu te lances dans l'aventure américaine et que tu vis sur le campus, que tu as quand même les cours, donc t'es plus dans le cursus classique centre de formation. Mais c'est vrai que là, l'histoire est incroyable. Et en plus, Californie,
Pas de dessin, Floride, Californie. Mais quand tu signes pro, est-ce que tu peux vivre de ça? Floride et Californie. Alors, C'était je vais- bien. Hein. Ouais, j'étais très bien. Pour être très transparent, je veux même vous dire le montant de mon premier contrat, c'était $2500. Mhm. Sauf que $2500 en Californie, c'est pas énorme. Ça te permet de vivre, mais ce qui est pas énorme. Après, on était tellement focus entraînement. Et par contre, là, c'est plus du tout la même approche que tu avais en université. Donc là, c'est plus la fête, c'est plus les nanas, on est sérieux. C'est On est fini sérieux les et piscines. et on est focus. Ouais. Donc là, tu rentres dans une autre mentalité. Donc là, tu as moins besoin de sortir. T'es vraiment. Et puis tu te dis, putain, à cet âge-là, arriver à signer pro, c'est la chance de ma vie. Il faut que je m'arrache. Il faut Ouais. que je m'arrache. Mais donc 2500 € sur le premier contrat pro, ça reste quand même décent pour un premier contrat pro. Clairement. Et donc là, tu restes combien de temps? Et donc du coup, alors pareil, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es aux États-Unis, tu as un visa pour tout. Sportif, tu as un visa particulier. Étudiant, tu as un visa particulier. Enfin, tu as Là, des tu visas- avais un visa sportif. Au départ, quand j'y vais, j'ai un visa étudiant, Ok. le F1. Donc le F1, ce qui permet d'aller et d'étudier pendant 5 ans sur le territoire américain. Sauf qu'en fait, quand je fais la transition, il me faut un visa P1. Donc P1 qui est le visa pour les sportifs professionnels. Donc quand j'échange avec l'avocat du club m'explique, écoute Quentin, au vu de ton parcours, des différents clubs que tu as pu faire en France et du fait que tu es déjà sur le territoire américain, il n'y aura pas de problème. C'est qu'une question de délai. En plus, on va te le faire rapidement. Au bout de 2 semaines, tu auras ta réponse. Sauf que ça ne se passe pas du tout comme ça. Avec l'administration Trump, donc une administration qui était Dur. très dure et qui était anti-immigration. Serrer les choses. Voilà, exactement. American first. Yeah. Exactement. American first. Ouais. Et donc, en fait, c'est loin d'être facile. Et j'ai un premier refus, puis un second refus. Et donc, je me retrouve sans visa. Parce que dans le même temps, mon université me cut mon visa parce que je ne m'étais pas présenté pendant la reprise. Et donc de fil en aiguille, je me retrouve à faire de l'illégalité sur le territoire sans le vouloir et t'es obligé de rentrer rapidement. Et donc je fais au total, je fais du mois de juin ou juillet jusqu'à novembre. Ah oui. Donc rapide. Demi-saison, quoi. Et exactement, Pro. une demi-saison. Une demi-saison. Et obligé de rentrer en France derrière. Et donc, tu rentres en France et après, bye Alors bye là, US. attention, tu rentres en France et là, c'est le premier coup de massue. Parce que là, tu te dis, tu as tout misé sur le foot parce que j'arrête derrière les études Ouais. pour me consacrer pleinement au foot. Donc là, tu reviens, tu n'as plus d'argent parce que j'avais quand même contracté un prêt étudiant, même si le coût n'était pas spécialement énorme, mais j'ai contracté un prêt étudiant. Tu reviens, tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de club, tu n'as pas de taf, tu n'as rien. Donc il a fallu rapidement rebondir. Et donc derrière, je reviens en France, je fais des petits boulots pour arriver déjà dans un premier temps à regagner un peu d'argent. Je m'entraîne avec Poissy en N2 sur la fin de saison et après je me réengage avec Poissy en N2 l'année d'après. Donc je fais 6 mois sans club tout en m'entraînant et en faisant un petit boulot à côté et je reprends en N2 avec Laurent Fournier la saison d'après. Ok. Dans l'histoire du club du Poissy, N2, c'était le niveau plus élevé que le club Non, est arrivé? Ils ont joué en D2. Ok. D2, mais il y a un bon moment. Mais non, le Poissy, Ligue c'est... 2? Tout à fait. Poissy a joué. Poissy, c'est 50 ans d'histoire au niveau national. National, oui. Donc c'est une très grosse institution. C'est une référence en toute manière ici dans les Yvelines. Et tout à fait. Donc a joué en Ligue 2. Exactement. Ils ont Et joué en D2, qui était à l'époque D2, Division 2. Ah, donc on est loin maintenant. On va y retourner. Mais avec des beaux parcours aussi en Coupe de France. Tout à fait. Aussi, il y a eu des. Il y a eu des 16e. Oui, parce que contre j'ai eu un Strasbourg. maillot de. C'était qui? C'était Mehmet, je crois. Adadou, Adadou. Il m'avait donné son maillot, je qui est crois. d'ailleurs au club maintenant. Il est encore au club? Il est à la direction technique. Ah, Ah oui. d'été. Exactement. Ah, donc on est tous les jours En à contact. travailler d'arrache-pied pour arriver à remonter le club. Il y a des autres joueurs historiques du club qui aujourd'hui sont là. Bah là en fait, À donner un coup de main. c'est dans le projet qu'on a souhaité mettre en place à Poissy, c'est d'arriver à travailler vraiment avec des personnes identifiées club et qui souhaitent vraiment pouvoir faire avancer le club, qui n'ont pas d'intérêt personnel, mais qui voient plutôt l'institution Poissy avant leur intérêt personnel. Donc aujourd'hui, on travaille avec Mourad Moussaoui, donc il y a un joueur qui a joué pendant des années en N2, qui est maintenant qui est le coach de l'équipe première. On a Moussa Touré, pareil, joueur qui a joué des années en équipe première, qui a fait après un parcours au Luxembourg, en Allemagne, qui est l'adjoint
donc de Mourad en équipe première qui s'occupe également de SP attaquant qu'on a mis en place au niveau du club. Cool. On a Mehmed Adadou, joueur historique, 250 matchs en Ligue 2, qui est également passé par Poissy, qui est revenu. Qui va venir bientôt ici d'ailleurs. Ah, qui va pouvoir donner des bonnes petites anecdotes. Donc qui est au club. On a Ibrahima Traoré, pareil, joueur emblématique qui a joué en national et des années en N2, qui est revenu au club. On a Fabien Radas, pareil, qui a un bon parcours, qui a un profil atypique, qui est un peu un fou furieux, qui vient donner un petit coup de main aussi au club. Donc on essaye vraiment. Il joue plus. Il joue, mais il joue, si je dis pas de bêtises, à Herblay. Il joue pour se faire plaisir. Je crois que c'est en 3ème div. Ah, ok, d'accord. Parce que Fabien, il a quand même 38, 39 Non, il a 42 ou 43. Ok, ah ouais. Mais bon, c'est un entier, il est tout neuf. Il a 25 ans. Mais donc on essaie vraiment en tout cas de travailler avec ces forces vives au club et surtout les forces qui ont connu le club et qui veulent le bien du club. Redonner l'identité du club. Et puis c'est des jeunes de notre génération. Quand je dis de notre génération, c'est... Voilà, moi je suis plus jeune, 28 ans, mais c'est une trentaine, 35 ans, ça va jusqu'à 40 ans. Mais des gens, pareil, Enoch qui est le coach des 18 féminines, pareil, qui était joueur, qui a joué à Dijon. Enfin, c'est des mecs qui connaissent le football, qui sont club. Et aujourd'hui, on essaye de travailler avec eux pour redorer le blason du club et puis avancer ensemble. Je pense que le Paris Saint-Germain, il faut fasse attention. Ah oui, ça arrive. Parce que ça va être très très fort. Ça arrive. Parce que là, je peux te dire, Quentin, il arrive. Ça arrive très fort. Et des anciens joueurs pro, est-ce que ceux-là aussi, tu les sollicites? Si je pense notamment à quelques-uns, on en a parlé en off. Si tu vas nous les décrire. À Dukens Nazon, qui est joueur international haïtien, qui est un des plus grands joueurs de la sélection haïtienne, qui d'ailleurs vient de signer en Turquie après avoir joué au CSKA Sofia. Donc en Bulgarie comme moi, pas dans les mêmes conditions. Différent. Vous êtes retrouvés en Bulgarie tous les deux? Non, lui il est arrivé bien après moi. Enfin, après moi, il est arrivé 2 ans après moi en Bulgarie. Mais lui était dans le gros club du Bulgare qui est le CSKA Sofia. Club emblématique. Quand vous jouez dans ces clubs-là, quand vous jouez dans ces clubs-là, c'est une vie incroyable. Parce que les supporters sont des fanatiques totales. C'est ça. Il y a une armée. Bon, après, lui, il a l'esprit. Duquesne, moi, on en a parlé tout à l'heure en off. Moi, je l'ai eu quand il avait 13 ans. Donc c'était déjà un super joueur, mais il n'était pas avec la A parce qu'il avait il avait un caractère très très fort. Un petit caractère. Ouais, mais tu vois, bien trempé. Donc ce qui fait que bon, il avait toujours envie, avec ses jambes un peu arquées là. Je me demandais comment il allait réussir au foot, mais en fait après il a explosé quoi. Une carrière incroyable. Ouais, parce qu'il a fait du Lorient. Je pense qu'il est parti à un moment donné à Lorient. Je crois qu'il a fait 2 ans. Bon, c'est pas bien passé. Il est parti très vite après. Histoire d'Apoissy, Lorient. Il a fait Poissy, après je sais plus il a fait Laval si je dis pas de. Voilà, Laval, après il a fait du Lorient et après il a fait un club en N2, il a été en Inde, il a joué en première division en Inde. Et après il a fait Wolverhampton. Ouais, il a fait Wolverhampton. Et d'un écossaise. Ouais. Non, il a un beau parcours après Bulgarie et puis là aujourd'hui il est en D1 turc. C'est ça. Et sélection haïtienne, c'est le capitaine, je crois. Exactement. Donc on a des joueurs comme ça, on a des bons petits profils. On a également Moridio, gardien, d'ailleurs qui est 2e gardien de la sélection sénégalaise, qui était au club, qui joue maintenant à Clermont en Ligue 1. On a Ossane Heurtré là, du côté féminin, qui est pareil, une petite du club, qui joue maintenant au PSG, qui est prêté à Bordeaux en première division. Ouais. Donc on a quelques profils qui ont su avancer. Mbaye. Et bien sûr Mbaye. Mbaye Niang, que j'ai eu également avec Duquesne. Ils sont de la même génération de manière, les deux. Très très gros talent. Enfin, donc on a un beau vivier. Tu le contactes, non, un petit peu pour... Mbaye, j'ai plus du tout de nouvelles, ça fait un bon moment. D'accord. Duquesne, ça nous arrive parfois d'échanger. Ça fait un petit moment, mais là je vais reprendre attache avec lui parce que dans cette idée de projet où on veut vraiment avoir les forces du club et les forces de la ville qui aiment ce club, je pense que Duquesne peut vraiment avoir aussi un rôle au sein du club, bien sûr totalement différent de ce qu'on peut mettre en place actuellement et régulièrement, mais apporter une image, arriver à mettre des actions en place. En tout cas, c'est je pense dans le sens de l'histoire et sur quoi on peut se diriger aujourd'hui. Tu viens de débuter ton voyage, mais tu penses que tu vas rester longtemps dans ces bateaux? À Poissy? Ouais. L'objectif, moi je suis quelqu'un qui est très très ambitieux. Très ambitieux. J'ai envie d'aller le plus haut possible. Aujourd'hui, réussir.
tout à fait. Je me fixe aucune limite, mais je sais également qu'il faut commencer par quelque part. Aujourd'hui, j'ai cette chance-là de pouvoir démarrer à Poissy, qui est mon club de cœur, que je connais parfaitement. Je connais tout le monde. Quand toi, tu es salarié au club? Salarié, exactement. Ok. Je suis salarié, j'ai cette chance-là. Je vais arriver Ouais. avec le mot chance. C'est une chance parce qu'aujourd'hui, ça me permet de me consacrer pleinement au développement du club, arriver à régler l'ensemble des problématiques qu'on peut avoir au quotidien. Et je sais qu'auparavant, ce n'était pas tout le temps le cas. On n'avait pas tout le temps des salariés, en tout cas un salarié qui était à plein temps, excepté bien sûr Mehmed, donc à Dadou qui est le DT. Mais aujourd'hui, ça permet de pouvoir fluidifier la communication avec l'ensemble des éducateurs. Ça permet d'arriver, dès qu'il y a un sujet, une problématique, à le résoudre rapidement et puis de mettre en place les différents projets qu'on a envie au sein du club. Vous avez une personne qui s'occupe de recrutement à Poissy aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas ce type de profil. Et pareil, c'est dans un futur proche, c'est l'objectif que l'on a, c'est arriver à aller chercher des profils intéressants. Dans les Yvelines, on a un vivier qui est incroyable. Oui, exactement. On a un vivier qui est incroyable et je pense qu'en tout cas, on se doit d'aller chercher les profils, donc pas 15 joueurs par club, mais aller chercher 1 ou 2 petits joueurs dans les clubs aux alentours qui n'ont pas spécialement une grosse visibilité, qui ne sont pas spécialement suivis, mais je pense qu'il y a de quoi faire dans le secteur. Et donc à terme, bien sûr, c'est d'arriver à avoir une personne qui s'occupera de ce recrutement et ira scouter un petit peu dans les villes aux alentours. La Bulgarie, raconte. Ah oui, la Qu'est-ce Bulgarie, qui oui, s'est on a passé hâte là-bas? là. Ah. Il y avait de la piscine là aussi. Mets un peu plus de volume sur les micros là. Alors, C'était comment la Bulgarie? La Bulgarie, c'était particulier. Et donc tu reviens dans les US, tu joues à Poissy. Voilà, tout à fait. Donc je reviens aux US, je joue à Poissy en N2. Et pareil, de fil en aiguille, j'arrive à entrer en contact avec Walid Bouchenafa, donc qui est un agent emblématique algérien qui s'occupe du marché bulgare. Et donc il me dit, écoute Quentin, là aujourd'hui, on a une petite porte qui va s'ouvrir pour toi en Bulgarie, qui est en 2e division, avec un club qui s'appelle Neftohimik Burgas, qui est un club emblématique bulgare, qui est le club phare de la côte de la mer Noire, donc qui a déjà joué en Coupe d'Europe à plusieurs reprises, qui descend de D1 à D2, et donc ce qui m'explique, c'est que l'objectif, c'est rapidement de monter en D1. Ok. Moi, à l'époque, honnêtement, on pouvait me proposer d'être professionnel partout dans le monde, j'y serais allé les yeux fermés. Mais lui, il était en contact ou il était ton agent? Voilà, donc c'était mon agent. Il était ton agent. Ok. Donc c'était mon agent. Donc il vient avec la Bulgarie sur la table. Et voilà. Et donc il me dit, écoute, il y a cette opportunité-là. Est-ce que tu es prêt la semaine prochaine à y aller? Donc j'avais fait direct? la reprise. C'est toujours comme ça. À signer quoi. Là, faut être Dans les prêt. pays là-bas, c'est. C'est tout de suite. Il t'attend. Il t'attend. Faut être prêt. Et donc j'avais fait la reprise en N2, mais j'avais le ressenti qui était un peu moins bon sur la nouvelle équipe. Et donc je me dis, faut y aller. Allez, on y va. Faut y aller. J'aime tellement cette vie, prise de risque, on tente des choses incroyables. Et donc je dis, allez, bingo. Et donc je me retrouve une semaine après à partir en essai avec ce club, le Neftohimik Burgas. Tu pars en Je essai. pars dans un premier temps en essai. L'essai dure une semaine et rapidement, ils me font signer. Et donc au départ, projet très intéressant sur le papier, parce que le club a une renommée en Bulgarie, souhaite rapidement remonter en première division, sauf que ça se passe pas comme prévu. Ça se passe pas comme prévu parce que galère pour monter. voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que on a un président là-bas, on va pas faire de dessin, c'est très mafieux. C'est les Bulgares avant tout, les étrangers, on sent qu'on est un peu sur le côté, donc problème directement financier. Et c'était une expérience particulière à vivre parce que pareil, pour vous expliquer, je fais ma préparation d'une semaine, on enchaîne rapidement le championnat, je crois que je signe 1 ou 2 semaines après, on enchaîne en championnat et on commence directement par le derby de la côte. Derby de la côte, très chaud. Et là, c'est pas. Ça commence derby, c'est. Ouais. Ça te met directement dans. Auto gagne, auto perd. Et puis, c'est pas les derbys qu'on a ici en France. Et j'aime à dire que là-bas, c'est une question de vie ou de mort. Ça va pas plus loin. Oh la vache. Ça va pas plus loin parce que les mecs sont complètement fous. tarés, quoi. Sont complètement fous. Donc, premier match qu'on fait à domicile, on se retrouve avec 10 ultras qui viennent à l'entraînement de veille de match au stade. Donc, déjà, les mecs des Golgoth,
tatoué sur le cou, sur le front. Bon, tu comprends rien ce qu'il te dit, mais tu sens dans l'intonation de la voix. Parce que tu sais pas si tu vas revenir. Donc les mecs viennent à 10, ils nous prennent. Déjà, je comprends pas le. Alors pour moi qui arrive de structures qui sont bien organisées. Comment les mecs rentrent sur le terrain, quoi. Comment les mecs déjà ils sont autorisés, les 10 ultras, à venir te mettre un coup de pression avant le match. Et donc les mecs viennent, tatoués, pression, tu sens vraiment qu'il y a une pression. Après je demande un peu en anglais, un ou deux mecs qui parlent anglais dans l'équipe, qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, vaut mieux gagner. Bon, on dira pas plus. Win. Et donc le lendemain on se retrouve à jouer ce match-là. Et en fait il s'avère que c'est très très grosse rivalité. Très grosse rivalité, et donc les mecs adverses sont peut-être à 50 bornes, viennent avec leurs ultras, donc ils viennent peut-être à 200, peut-être 200 mecs. Nous on a nos ultras chez nous, ils sont peut-être une centaine. Donc déjà échauffement, tu as l'ensemble des fumigènes qui sont explosés. Tu sens que ça commence à chauffer, les mecs s'insultent à droite à gauche, mais bon, tu te dis pas que les mecs vont sauter, vont s'amocher. Mais si. Et en fait donc les ultras sautent le parquage visiteur, rentre dans la tribune de nos supporters, et là quand je te dis j'ai rarement vu des scènes de violence comme ça, c'est que les mecs voulaient vraiment se finir. Donc ça arrachait les sièges, ça mettait les ceintures, barres de fer, puis les mecs finissaient par terre, mais par terre ou pas grave, on finissait. Donc j'ai vu des scènes, nos supporters, un mec allongé, ils viennent à 3 dessus, ils le secouent comme jamais. Et donc il y avait de la sécurité, sauf que la sécurité, peut-être qu'ils sont habitués, ils regardent. Bon. On laisse. Qu'est-ce qu'on fait? C'est leur embrouille. Donc les mecs laissent faire. Et quand tu es à l'échauffement, tu vois ça, tu te dis, bon, jamais on va jouer. Bah oui. Sauf qu'en fait, là-bas, c'est peut-être. En fait, c'est classique, c'est normal. C'est une normalité. Donc les mecs se finissent. Il y a 2-3 camions de pompiers qui viennent. Ils récupèrent les 2-3 mecs qui sont couchés, fini. Ils partent et finalement on joue le match. Donc ambiance très très chaude. Et puis l'équipe adverse, pareil. Donc dans les contacts, faut pas y aller avec la peur au ventre, parce que sinon tu finis une jambe cassée. C'est clair. Donc grosse bagarre, on gagne 1-0 à la mi-temps, sauf qu'à la fin du match on perd 3-1. Et donc là, vu que les mecs étaient venus la veille, vu qu'ils se sont fait totalement détruire sur la bagarre, parce que les mecs étaient beaucoup plus nombreux, ils essayent de choper le président dans les vestiaires. Donc on revient à la fin du match, donc déjà d'écouter votre président. Notre président à nous. Ok. Et donc typiquement, pour que les mecs puissent avoir une idée du style de président que c'était, c'est vraiment le président de l'Est. Donc chemise ouverte, tu avais peut-être 4 ou 5 colliers avec des croix, doigts coupés. Bon, quand tu vois le doigt coupé, quand tu vois un doigt coupé, tu dis il y a peut-être une histoire derrière. Il n'a pas engagé, il n'a pas honoré ses engagements. C'était pas dans l'usine parce qu'il bossait dans les machines. Hein. Exactement. Bon, tu dis que le mec avait peut-être un travail un peu particulier derrière. Et donc, bagarre entre le président, la femme du président et les ultras juste devant nos vestiaires. Le président qui revient, chemise totalement déchirée, qui crie de tous les mots et qui insulte en bulgare, parce qu'après au fur et à mesure tu apprends un peu le bulgare, tu comprends que c'était et donc premier match je démarre comme ça, et donc, ça te met dedans, mais après en toute honnêteté c'est particulier, mais c'est incroyable en fait. Il faut vivre pour une ferveur de fou quoi. Après c'est juste que ça dépasse ça dépasse l'entendement, le cadre du foot quoi. ça dépasse l'entendement, mais tu vis c'est la folie quoi. Quand tu es joueur et que tu joues ce genre de match, je pense que on est joueur pour jouer ce type de match. Bon, après, pas aller où ils sont allés, mais en tout cas, dans la ferveur, les fumigènes, le parquage, c'était incroyable. C'était incroyable dans un beau stade qui est au bord de la mer. Tu dis, là, voilà, là, on y est. Là, on y est. Sauf que, voilà, derrière, c'est le problème. Ça, c'est le foot avec des supporters. Sauf qu'en fait, tu comprends rapidement que c'est gangréné un peu par ce système de mafia, qu'en fait t'es pas payé, et c'est là en fait tu rentres dans les excès du foot de la côte est, du côté est de l'Europe. Okay. Donc les salaires qui ne sont pas payés, si tu gagnes pas, pareil, on te met dans des galères pas possibles. On s'est retrouvé d'hôtel en hôtel, et c'est pour ça aussi ça m'a forgé un petit peu le caractère. Pour vous expliquer, initialement je devais être donc mon contrat, logement, nourri, logé, blanchi, sauf qu'au final j'ai rien eu des trois. On se retrouve donc je me suis retrouvé sans appartement, mais dans des hôtels,
Donc on s'est retrouvé avec les joueurs étrangers dans des hôtels, sauf que le club ne payait pas l'hôtel. Donc on se faisait virer des hôtels au bout d'1-2 semaines. Sauf qu'à un moment, tu fais le tour de tous les hôtels dans la ville. Donc tu te retrouves dans un dernier hôtel. Et l'hôtel, l'hôtel décide de couper l'eau et l'électricité. Parce que le club ne les payait pas. Et donc quand tu te retrouves sans eau, sans électricité, tu te dis bon, c'est un peu compliqué. Donc obligé de trouver des solutions pour tout simplement se nettoyer et vivre normalement. Donc là, on rentre dans... Voilà, c'est une autre... Et ça, en faisant les entraînements, les matchs. Parce qu'en fait, après, tu as deux choix. C'est toi, soit tu te dis, ça te va pas du tout, ce qui est totalement compréhensible, et tu te barres, excuse-moi du terme, tu te barres direct. Tu te dis, bon, c'est bon, moi j'y vais. Ou alors, soit tu es un peu fou et tu t'accroches vraiment à ton rêve, et tu te dis, c'est le passage un petit peu obligé pour derrière faire la passerelle vers le vrai niveau, je dirais, le vrai niveau professionnel, et aller chercher des trucs intéressants. Sauf qu'en fait, cette passerelle, il faut la faire rapidement. Parce que si tu la fais pas rapidement, tu es dans une galère pas possible. Tu es dans une galère pas possible. Et donc au final, ce qui devait arriver arriva, le club fait banqueroute. Et donc comme le club fait banqueroute, donc ils avaient un hôtel qui était situé à Sofia, la capitale. L'hôtel, ce qui est l'hôtel est un peu le Clairefontaine bulgare. Donc là, par contre, des installations incroyables. Donc ce qui était totalement incroyable, parce que quand tu étais à Bourgaz, donc il y a une ville de la côte, tu vivais comme un sans domicile fixe en quelque sorte. C'est fort comme terme, mais c'est la vérité. À leur centre d'entraînement qui est flambant neuf, qui est incroyable. En fait, tu ne comprends rien. Et donc, on joue un match à la capitale, à Sofia. Donc, on loge dans cet hôtel-là. Puis, le lendemain, un des mecs, donc un des responsables du club, vient nous voir. Il dit, bon, vous avez 24 heures pour aller chercher vos affaires. Le club, c'est terminé. Putain. Donc on a 24 heures pour trouver une solution. Et donc là, on était 3 Français et 2 Hollandais. On était toujours ensemble, parce que quand tu es à l'étranger comme ça, tu te serres les coudes, quoi. Tu te serres les coudes, on reste ensemble. Voilà, tu restes ensemble, et puis surtout les gens sont dans la même, on est dans le même esprit, même esprit d'avancer ensemble, de créer quelque chose et de pouvoir évoluer au plus haut niveau. Sauf que là, en fait, tu te retrouves, en fait, t'as plus rien. Donc pareil, bingo, on doit tout redémarrer. Et donc à l'époque, j'ai des possibilités de 2-3 équipes qui veulent me faire signer en 2e division. Mais moi je dis c'est bon, 2e division, j'ai vu, j'en veux plus. Et de fil en aiguille, j'ai un essai en 1re division. Pour X ou Y raison, ça ne se fait pas. Et derrière, je reviens, je travaille avec mon prépa physique, et j'ai une opportunité en Slovénie. Ok. Bon. Le parcours sinueux. Et là, comment ça se passe là-bas? Et donc pareil, une histoire encore incroyable. Je décide de m'engager, je dis c'était pour les 6 mois derniers de la saison. Dès cette année-là. Okay. Voilà, donc je dis allez, je fais 6 mois, et puis si je vois vraiment que ça passe pas, je reviens, et puis c'est pas grave. Donc je signe le pré-contrat avec le club. Donc là, c'était avec d'autres intermédiaires. Les intermédiaires viennent me chercher à la maison, je vais à l'aéroport, et au moment d'embarquer, ils me sortent un contrat. Un contrat avec une durée de 5 ans, avec des pourcentages sur le salaire qui étaient aberrants. Et donc moi je dis non. Je dis là, vous êtes sympa, vous trouvez un club pour 6 mois, je veux bien qu'on travaille ensemble, s'il faut signer quelque chose. Mais dans ces conditions-là, c'est pas possible. Mais dans ces conditions-là, c'est pas possible. Et donc la personne que j'ai au téléphone me dit c'est pas compliqué, tu n'es pas obligé de signer, mais si tu ne signes pas, tu pars pas. Donc il me dit ça, donc pour avoir les choses dans le contexte, mes bagages sont dans l'avion. J'avais déjà enregistré mes billets, le club m'avait pris donc mes billets, mes bagages étaient dans l'avion. Donc là en fait j'attendais juste au portique. Et je prends juste un petit repas avec l'intermédiaire au restaurant de l'aéroport. Et donc je dis non, moi je ne pars pas. Et donc ce qui a été galère, c'est que les bagages étaient partis. Il a fallu attendre peut-être 1 heure, 1 heure et demie pour aller récupérer les bagages. Et donc après tu te retrouves sans rien et bloqué. Et je continue mes séances de prépa avec le prépa physique. Et il s'avère que je me fracture le dos sur un exercice simple. Et ce que j'expliquais à Ebou en off, c'est que tu as l'expression en avoir plein le dos. En fait, je pense que c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et donc je me fracture le dos, et j'étais out pendant 1 an.
Fracture le dos, ça dit quoi? Donc c'est une fracture de fatigue, si tu veux. La, Fracture de mais fatigue. la colonne vertébrale? Voilà, tu as une Putain. fissure qui se cale dans la colonne. Et donc c'était dans la vertèbre lombaire, donc en bas du dos. Ah oui. Et donc tu peux strictement rien faire. C'est du repos. Et donc pendant un an, off. Et donc là, c'était gros coup de massue. Et là, je peux vous dire que vous broyez un peu. Là, on commence à broyer un peu de noir. Et, c'est dur. Et c'est compliqué. Parce qu'on met tellement d'investissement, et on veut tellement réussir, et on arrive tellement à toucher le but. Parce que quand je fais ma demi-saison donc, dans le championnat bulgare, je fais 19 matchs sur 19, titulaire à chaque fois, 90 minutes, meilleur joueur de l'équipe sur les datas. J'ai plusieurs clubs qui s'intéressent à mon profil. Et au final, on se dit, putain, on est si proche, et en fait, on est si loin. Parce que tout bascule. C'est ça. Tout bascule. Et donc, je me retrouve avec cette fracture du dos out pendant un an, et mon dossier bloqué en Slovénie, parce que j'avais signé un pré-contrat avec eux, et donc je pouvais pas pendant la durée du contrat tirer mon dossier. Retirer mon dossier. Donc histoire un peu incroyable. Les parcours atypiques, ils sont vraiment atypiques. C'est un truc de fou. Et des situations incroyables. Dans l'Est, on a déjà entendu parler plusieurs. Et c'est pas facile là-bas. C'est pas facile. Après, dans cette optique, j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein plus qu'à moitié vide, même si pendant la situation c'est compliqué. Mais en fait, je me dis, si aujourd'hui c'était à refaire, je referais exactement le même parcours. Parce que ça m'a permis d'être la personne que je suis actuellement, avec la volonté que j'ai de réussir, avec cette force de caractère et avec en fait cette obstination de réussir. De réussir. Et donc aujourd'hui, je pense que si je n'avais pas eu ce parcours-là, si le parcours avait été lisse et si je n'avais pas connu toutes ces galères, je ne serais sûrement pas où j'en suis actuellement, avec un master avec le Real Madrid, diplôme de sport exécutif avec la FIFA et le CUS. Ça m'a permis d'être la personne que je suis actuellement. Et ce qui me permettra dans un futur de réussir et de réussir grandement parce que j'ai connu toutes ces galères. Et je pense que donc, il ne faut pas aller se mettre parfois dans des situations comme ça, mais de connaître la galère, ça te permet vraiment derrière de pouvoir basculer, si tu arrives bien sûr mentalement à voir les choses positivement, à te dire ouais, j'ai tellement galéré que là je vais aller, en fait j'ai la dalle pour tout défoncer. C'est ça. Et je pense que ça m'a, aujourd'hui c'est le début de mon histoire, mais c'est le début de quelque chose de grand parce que ça a été très compliqué. Après ça, tu décides d'arrêter le foot? Non, alors après ça, pareil, toujours obstiné que je suis à réussir dans le foot, je rencontre dans mon diplôme de FIFA CUS que j'ai passé au Caire d'ailleurs, en Égypte, j'ai une promotion qui est très internationale et j'ai le responsable d'un club au Luxembourg qui s'appelle le Racing Union, pardon. Et cette personne est Ilyes Hadadji, qui est ancien joueur professionnel, qui a une carrière aussi. Et d'ailleurs, diplôme que je fais par l'intermédiaire de mon agent Walid Bouchenafa, qui m'ouvre les portes de cette formation. Et donc c'est un diplôme dans le management. Exactement, sport management. Diplôme exécutif donné par la FIFA et le CUS. Donc grosse institution et diplôme très intéressant. Et donc je fais cette rencontre-là. Et de fil en aiguille, on a un très bon relationnel. Et il m'explique un petit peu comment ça se passe au Luxembourg. Et donc il me dit, Luxembourg, c'est niveau N2, N3. C'est possibilité, si tu finis dans le top 3, top 4 du championnat, arriver à faire une Coupe d'Europe. Ce qui a été fait auparavant par Dudelange, qui a joué en Europa League contre le Milan AC, etc. Donc je me dis, mais ça peut être incroyable. Et il n'y a pas de supporters. Ouais. C'est pas la même approche comme tranquille. T'as pas un pèlerin dans le stade. Donc une approche totalement différente, mais une opportunité qui est d'autant plus intéressante pour moi dans la situation où j'étais. Et là, tu as dit, allez, on y va. Et donc ce que je dis, c'est que ça faisait un an que j'avais pas joué au foot, donc mon profil n'était plus du tout attractif. Parce que tu sors totalement du circuit. À partir du moment où tu sors du circuit, tu prends de l'âge, c'est compliqué d'y revenir. Donc je me dis, écoute Quentin, prends le problème, pareil encore une fois dans l'autre sens. Donc je me suis dit, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un travail, je vais trouver un appartement au Luxembourg. Et à partir de ce moment-là, je serai sur place et ce qui me permettra de pouvoir aller me montrer auprès des clubs. Donc je regarde sur LinkedIn les différentes annonces. J'ai un parcours de management, des diplômes dans le sport, mais cette formation qui est plutôt commerciale. Et donc je vois des boulots de commerciaux.
Et donc, j'envoie mes CV sur les différentes entreprises basées au Luxembourg dans ce domaine commercial. Et donc, je passe un entretien. Donc, j'ai une réponse sur LinkedIn au bout de 24 heures. Parce que profil atypique, sportif, dans le monde de l'entreprise, et d'ailleurs, c'est pour ça que quand je parle du monde du sport et du football, ce qui permet d'éduquer et d'avoir un temps d'avance sur les autres, c'est une vérité. Parce que grâce à mon parcours atypique, mes sportifs de haut niveau, diplôme, etc., ça m'a permis tout de suite d'avoir un profil attractif et d'être appelé tout de suite sur des jobs typiquement de commerciaux où il faut que tu aies les dents qui rayent le parquet et que tu aies envie totalement de réussir. Et donc j'envoie mon profil. Au bout de 24 heures, j'ai un retour d'une des entreprises qui me dit écoute, dans 48 heures, on peut te passer un entretien à Luxembourg. Je dis go. Donc je vais sur place. Au bout de 48 heures, je suis sur place, je passe mon entretien et le lendemain, j'ai un retour positif qui me dit Quentin, on t'engage, qu'est-ce que tu veux faire? Donc moi, je dis bingo. Donc ce que je fais, c'est que je signe mon contrat de travail. Donc en fait, ça se fait en une semaine. Je signe mon contrat de travail, je vais sur place pour trouver un appartement. Je trouve un appartement au bout de 2-3 jours. Et à partir de ce moment-là, je me dis parfait, j'ai ma base, je suis sur place, j'ai mon boulot. Je vais pouvoir trouver le club à côté, pouvoir me faire mon nom, me faire connaître. Et puis pour aller derrière, toujours dans cette optique-là, d'aller taper le plafond de verre et pouvoir... parce que l'objectif, moi, ce que j'ai encore en tête, c'est d'arriver à terme à faire une Coupe d'Europe. Donc là, ça permettait de te rapprocher de quelque chose d'intéressant. Et donc, je vais sur place. Et en même temps, je garde le contact et le réseau avec... ma connaissance qui s'appelle Ilias, qui est d'ailleurs devenu depuis un très bon ami. Et d'ailleurs, les personnes qui nous écoutent, le réseau, il est essentiel. Si aujourd'hui on veut réussir, il faut être bon, bien sûr, mais il faut avoir du réseau et il faut l'entretenir, ce réseau. C'est ça. Parce que si aujourd'hui valoriser, entretenir. Ouais. C'est très compliqué. Et donc je garde ce réseau, on a un très bon feeling, on s'entend très bien. Et il me dit écoute Quentin, moi je vais regarder s'il n'y a pas un ou deux clubs qui sont à la recherche de profils comme le tien. Moi j'ai déjà fait mes recrutements. Parce qu'il faut savoir qu'en Luxembourg, tu as le droit qu'à 2 profils. Enfin, tu peux recruter que 2 joueurs l'hiver. Okay. Ce qui est une règle en place. Et il me dit, moi, j'ai déjà mes 2 profils qui sont ciblés, signés. Donc, tu ne pourras pas signer avec nous. Par contre, je vais regarder s'il n'y a pas un ou deux clubs aux alentours en première division qui pourraient être intéressés. Et donc, pareil, j'arrive à avoir un essai en première division avec un club qui s'appelle Ostert, qui est deuxième partie tableau. Mais moi, on pouvait me dire première, deuxième, dernier, premier. Enfin, moi, je voulais juste me glisser et tout éclater sur place. Et puis après monter. Et donc, de fil en aiguille, pareil, essai de 2 semaines. On est 2 profils pour un poste. On est 2 défenseurs centraux, pareil, 2 défenseurs droitiers. On fait notre semaine de test, ça se passe très bien. Je fais mon test VMA. Je suis le meilleur, j'ai le meilleur résultat au test VMA, sachant que ça faisait 1 an que j'étais blessé, donc très, très cohérent, j'ai plus de douleur au dos. On fait un match amical d'ailleurs contre l'équipe de ma connaissance, Ilias, c'est le Racing Union qui avait gagné la coupe auparavant, donc qui est grosse cylindrée du championnat, on gagne 1-0, ça se passe très bien, mais l'autre joueur est également bon en même temps. Donc on est 2 profils très intéressants, le coach nous dit si je pouvais vous faire signer vous 2, je vous ferais signer, donc on se donne encore la réflexion. Donc on s'entraîne, on continue de s'entraîner, ils nous prennent dans le bureau, je rencontre le président, le directeur sportif, et me dit Quentin, voilà, qu'est-ce qu'on peut te proposer? Est-ce que tu es d'accord, tu n'es pas d'accord? Je dis ok, c'était pas énorme, et moi je voulais juste me relancer, j'avais déjà mon travail à côté, je m'entraînais tous les soirs avec le club, et ce qui me permettait de me montrer. Donc je dis ok, donc on se met d'accord dans le bureau. Donc il y avait le président, le directeur sportif, on était 3 dans la pièce. Et on se dit, ok. Donc, le mec me dit, on te fait signer. Mais ils me disent, par contre, vu que tu as été blessé, on veut quand même que tu passes une visite médicale pour s'assurer qu'il n'y aura pas de rechute ou ce genre de problème et que ce soit bien consolidé. Et moi, dans l'approche, je dis, il n'y a aucun problème et je leur explique ma blessure. Fracture au niveau du dos, etc. Tout se déroule normalement. Le lendemain ou le surlendemain, j'ai un appel du président qui me dit Quentin, écoute, je t'appelle, je voulais juste savoir exactement ce qu'était ta blessure. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en détail parce que le kiné me demande. Et donc là, je sens la patate arriver. Je me dis, lui,
Il veut me la faire. Il veut me la faire. S'il me dit ça, il me prend un peu pour un con. Et je pense qu'il va me la faire. Donc je sens la patate arriver. Je lui dis, moi très transparent, parce que strictement rien à cacher. Je lui dis voilà, fracture de fatigue au niveau de la vertèbre. Mais il n'y a plus aucun problème. J'ai fait les scanners, tout est remis. Il me dit ah non, mais c'était juste pour savoir. Le week-end, j'ai un coup d'appel du coach. Et le coach il me dit écoute Quentin, on ne te fera pas signer parce que tu as été blessé et on n'est pas sûr au niveau de ta blessure, donc on prend l'autre joueur. Et donc rebelote, je me retrouve sans rien. Sauf qu'en fait, j'avais fait le match contre l'équipe de ma connaissance, le Racing Union, donc le match contre Ilyes, qui s'était très bien déroulé, où j'avais fait vraiment un bon match. Et Ilyes me dit écoute Quentin, viens avec nous, tu t'entraîneras avec l'équipe première, tu feras les matchs amicaux avec l'équipe première, et puis tu joueras avec la réserve, le temps de passer les 6 mois. Et après, à partir de la saison prochaine, tu intégreras pleinement le groupe. Donc c'est ce qui se passe. Ça se passe bien, je joue un cran plus haut, je joue 6, je marque, je fais des passes décisives, le niveau est beaucoup plus faible que ce qu'on peut connaître en France, donc ça se passe très bien, sauf que changement de direction et changement de présidence, je fais la reprise avec l'équipe première, et Ilyes n'étant plus là, c'est des Luxembourgeois qui ont repris la direction du club, et très nationalistes, et donc en fait tous les Français qui n'étaient pas sous contrat, terminé. Ménage. Et donc, Quentin, à la cave, terminé. Et donc, rebelote, encore à devoir réfléchir comment arriver à retomber sur ses pattes. Et j'ai cet appel du président qui s'appelle Thomas Chardon, avec qui j'avais déjà travaillé auparavant et à qui je m'entends très bien, qui me dit écoute Quentin, voilà, aujourd'hui j'ai ça comme opportunité, tu prends pas. Moi j'ai dit... On parle toujours, parce que plusieurs joueurs sont passés par là, il faut avoir aussi la chance. Grosse part de chance dans le foot. Je pense réellement qu'il faut avoir ce petit brin de chance, cette petite opportunité, la porte qui s'ouvre au bon moment. C'est ça. Être bon au bon moment également. Parce que je pense vraiment que dans le foot, tu as les Mbappé qui font un tout droit. Ouais. Ils ont besoin de personne, ils sont excellents, il n'y a rien à dire. Et puis après, tu as un peloton de joueurs au niveau professionnel, qui sont bons, mais loin d'être exceptionnels. Et en fait, tout le monde a le même niveau, à peu près. Blessure, opportunité, coach, contrat. Tout est lié. Ouais, tout est lié. Là, il y a plein de Tout à choses. fait. Et donc, mais il n'y a rien à te rapprocher. Tu vas tout essayer. Exactement. Et c'est pas fini. Mais c'est pas fini. Ce que vous disiez... C'est que le début, là. c'est que le début. C'est que le début. Ce que vous disiez avec Ibou, Beto, c'est qu'aujourd'hui, j'ai 28 balais, que je pense que je peux encore jouer. Donc je vais pas repartir, je repartirai peut-être pas de N2 tout de suite. Mais je vais remettre le pied à l'étrier et j'aurai encore, avec ce qui s'est encore passé ces derniers mois et ces dernières saisons, à avoir une dalle incroyable pour aller taper. Parce que je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas fini avec le foot et je pense que je peux encore aller chercher quelque chose. Mais bien sûr que non, à 28 ans. Ah bah oui, large. Pas encore là, 6 ans. Attends que les gamins ils montent un peu en N3 là. R3, R2. J'espère qu'on va faire les montées. Il va venir leur donner un petit coup de main. Faut rêver. Ah oui. Faut rêver comme on petit, comme les enfants. Il faut rêver. Je pense que ce que tu dis, Beto, je pense qu'il faut rêver parce que si tu ne rêves plus, c'est là que ça devient compliqué. Et surtout dans le football, où on sait que c'est très très compliqué. Parce que aujourd'hui, tu as le football que tout le monde voit avec les Mbappé, les Messi, les Neymar. Les gens pensent que c'est ça le football. Mais la vérité, c'est que c'est pas ça. Ça, c'est la partie de l'iceberg que tu vois de... moi, je dirais que chacun a son football chez soi-même, quoi. Moi, aujourd'hui, par exemple, l'autre jour, j'ai discuté avec ma copine. Aujourd'hui, je suis coach et j'ai envie de jouer au football, quoi, le dimanche. Toi, donc, chacun avec ses objectifs du foot. Bien sûr, différents. Peu importe l'âge que tu as, l'important est qu'on maintient toujours cette flamme d'enfant de continuer à jouer au foot. C'est ça. Jusqu'à où on peut arriver. Mais tu vois, typiquement sur le football professionnel, quand tu élargis un petit peu les joueurs, les différents championnats, etc., tu te rends compte qu'il y a énormément, il y a pas mal de joueurs professionnels, mais très peu peuvent vivre décemment du football. Comment ? Ah, ça c'est évident. Même avec un contrat professionnel. C'est ça. Ça c'est évident. Et ça faut l'avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, peut-être que tu vas réussir à te glisser au niveau professionnel, mais qu'est-ce que tu es capable d'endurer, qu'est-ce que tu es capable d'accepter pour arriver à aller tout droit vers ton rêve. Carrément. Et ça, c'est une autre approche.
Et c'est notre mentalité. L'endurance dans le rêve. La persévérance. La persévérance, C'est- Beto, et comme dit un proverbe africain, la persévérance est... Alors attendez, je vais vous retrouver ça parce que celle-là, elle m'a marqué et je pense qu'elle est importante. C'est important de le rappeler également aux personnes qui nous écoutent. Oui, une phrase qui m'a touché beaucoup et qui ça tourne pas sur Internet, c'est de Wenger qui parle de ça. Avoir l'endurance qui... Voilà, c'est... C'est arriver à continuer à C'est persévérer sur voilà, est dans l'endurance que tu vois la différence. Ouais, c'est Qui sur le long arrive terme. et qui n'arrive pas, Ouais, toi. Cette envie d'y arriver. Bah là, tu Non. vois, c'est Il y a certains qui n'ont pas cette endurance et donc Ah bah là, tu peux pas. le rêve est fini pour ne pas se réaliser, quoi. Tu vois, c'est la persévérance est un talisman de la vie. Ouais. Donc c'est très clair. C'est aujourd'hui, si tu arrives à persévérer, si tu arrives à t'accrocher, si tu crois toujours en toi, je pense que tu peux y arriver. Mais si t'as pas cette petite flamme, si t'as pas cette envie plus que les autres, c'est compliqué. Il n'y aura pas de gris. On arrive à Beto. la fin. Envoie-nous ton 11 de Quentin. Les 11 de Canton. On a cette tradition ici dans le podcast on demande à les invités de mettre en place l'équipe type De se mettre en coach. de votre Ah, de se mettre expérience en- dans tout le temps, avec les joueurs que vous avez joués, avec les tes joueurs idoles. que vous avez... Avec tes les idoles. Les Ouais. idoles. De nous faire ton 11. Et t'es sur le banc et c'est toi qui les coach. Ton Ça, 11 c'est- des rêves. Ça, c'est beau, ça. Vas-y. C'est ton moment. Gardien, il est là, le gardien. C'est Alors, qui tu mettras en gardien. gardien? Je commencerai sûrement. Voilà. Je commencerai sûrement avec Navas. 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 Keylor Navas. Allez. Exactement, Keylor Navas, parce que je pense, étant supporter du PSG, je pense qu'il nous a permis de passer des grands paliers. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui au PSG, on ne soit pas capable de l'utiliser et surtout lui rendre la confiance qu'il a pu nous donner, en tout cas ces années de Champions. Et c'est grâce à lui, je pense, qu'on Ouais. fait un parcours incroyable et on va jusqu'en finale. Carrément. Donc Keylor Navas. Derrière, je mettrais, je pense, La la paire, là. défense centrale qu'on a pu connaître au Real Madrid, Pepe et Sergio Ramos. Ils étaient secoués. Enfin, ouais, tu comprends tout de suite, Thibaut, à peine c'est incroyable. Et Quentin, il nous a mis 2 poètes derrière. Ça m'a On découpé. rigole pas. Sur les côtés, je mettrais bien Roberto Carlos. Ah bah voilà, à gauche là. Quand toi, tu es supporter de quelle équipe? Moi, PSG PSG. Chelsea. Mais après, il y a des joueurs qui m'ont marqué et qui sont pas spécialement passés par ces équipes. Ok. Mais ouais, je pense que je mettrais Roberto Carlos pour la puissance et puis surtout pour le coup franc qu'il a mis contre la France, qui a choqué des générations. On va voir ça pendant des Euh, centaines d'années. ici. quoi. À droite, je mettrais peut-être Nesta. Nesta? Ouais, Allez. parce que j'ai envie de garder cet Italien qui a joué au Milan AC, Mhm. qui était aussi un vrai joueur, qui joue aussi dans l'axe. Je vais le mettre à droite. À droite, ouais. Je vais jouer avec un milieu récupérateur. Je vais mettre Xabi Alonso. C'était ta référence? Ton Ah, idole? ah oui, c'est. Ta référence? J'en ai plusieurs. J'ai Xabi Alonso, j'ai Busquets. Busquets est un peu trop lent. Ouais. Je mets Xabi. Et Xabi. puis Xabi, il a une qualité de passe et une qualité de transmission pardon, qui est assez incroyable. Et en plus, aujourd'hui, ce qu'il est capable de réaliser avec le Bayern, C'est incroyable. c'est C'est incroyable. C'est ça. En étant un jeune coach comme ça, c'est incroyable. Dans mes, je jouerai après avec de 8. Je pense que je mettrai Iniesta. C'est football. C'est la magie du foot. Mm. Avec Zizou. Bon, mon équipe va pas être très équilibrée. Hein. Ouais, mais Mais c'est bon, il y a voilà. des mecs qui découpent Ah, derrière. mais c'est vrai. C'est pas grave. On a les On a bûcherons derrière. sulfateuses, là. Les sulfateuses derrière. Donc je mettrai Iniesta avec Zizou. Ouais. Parce que je pense, en tout cas pour moi, Zizou est je dirais le joueur qui a marqué le football. Et en tout cas, c'est vraiment le football qu'on aime voir. C'est ça. Le foot incroyable. Les roulettes. Exactement, la fameuse roulette. Sur les côtés, je jouerai sûrement avec Mbappé. Toujours avec un 4-3-3? Ouais, je vais jouer avec un 4-3-3. Avec un 6. Avec un 6 en point de basse. Ouais. Je mettrai Mbappé d'un côté. Ça va aller vite. Hein. Va Voilà, falloir ça- mettre les lunettes de soleil. Ça va Ouais. aller vite. Ça va aller très très vite. Et je vais
Sur le côté, même si c'est pas son poste de prédilection, je vais mettre Ronaldinho. Et 10. Parce que Ronaldinho jouait exactement. De base, il est 10. Mais là, je vais le mettre sur le côté parce qu'il a des gris-gris. Ouais, il va se régaler là. Et des gris-gris incroyables. Et puis, Il avec va partir, Zidane il va à son rentrer. côté. À gauche, en plus, il va rentrer. Avec Zidane à son côté là, ça va bien passer. et puis quand il était au PSG, il nous a fait des sacrées actions, a marqué des générations. Et devant, il n'y aura pas de surprise. Hein. J'ai joué avec Ronaldo. Parce que je Lequel pense que le vrai, le Le R9. vrai. Le vrai. J'aime bien le vrai. Le vrai. Ça, c'est beau, ça. Le vrai, le R9 parce qu'il a une puissance. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a été fatal pour lui, c'est qu'il était trop puissant pour son corps. C'est ça. Mais une puissance incroyable, une technique incroyable. Avec Ronaldo, t'es tranquille. Hein. Bon, c'est vrai que c'est pas en termes d'équilibre, c'est pas l'équipe la mieux Belle équilibrée. Mais par Belle contre, Eux, ils ont la balle. Hein. par contre, t'as le plaisir de regarder le football. Ah, là, c'est football. Là. Là, tu te régales. Hein. Et puis t'as les sulfateuses derrière. Il y a un coach qui t'a marqué? En coach, il y a plusieurs coachs qui m'ont marqué. Je dirais dans un premier temps José Mourinho. Parce que José Mourinho, c'est la gang. Je pense que si tu as un coach, typiquement, en plus il était coach à Chelsea, The Special One. Je pense que si tu veux gagner des titres, c'est le coach que tu dois mettre en place. Mais par contre, il faut l'avoir sur le court terme. Parce que si tu l'as 2-3 ans, ton vestiaire. Il se fout le vestiaire en l'air. Donc je dirais. Donc, Ligue des Champions, il va à Paris, quoi. Ouais. Hein si Paris veut la Ligue des Champions, il faut qu'il. Je pense qu'il faut qu'il vienne à Paris. The Special One. Et après, j'ai aussi. Il est d'accord, hein. Et après également Zizou, qui a fait du travail remarquable au Real Madrid. Et puis en ce moment, Xabi Alonso, qui je pense est un technicien hors pair, et je pense que ça va faire un très grand coach, très élégant à l'image du joueur qu'il pouvait être. C'est ça. Je suis d'accord. Je pense qu'on peut attendre des bonnes choses. Il a des airs de Xavi. Ouais. De très loin, et si tu louches. Allez, une dernière question pour toi, après on t'embête plus. On aimerait savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour toi dans le futur. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter mieux? Qu'est-ce que Arena Podcast peut te souhaiter? Déjà, avant d'évoquer ce sujet, Ibou et Beto, un grand merci de m'avoir accueilli dans l'Arena. C'est vraiment très plaisant, très sympathique, l'ambiance est incroyable. Et je pense qu'il devrait y avoir plus de personnes qui devraient venir vous voir pour évoquer les différentes expériences et anecdotes qu'ils ont pu connaître pendant le football. C'est très sympathique. Merci, déjà, un grand merci à vous, Beto et Ibou. Merci à toi. Et ce qu'on peut me souhaiter, déjà d'être heureux, avant même de parler football. On te souhaite. Je pense que c'est très, très important d'avoir cet équilibre. Bien sûr, on est des compétiteurs, donc on veut toujours plus, mais d'être heureux, c'est important. Et puis si on parle purement football, aujourd'hui, j'ai pas de limite. Je suis directeur général du Poissy Football Club. Et demain, qui sait, c'est d'aller chercher bien sûr un club professionnel. Et puis à terme, c'est d'aller chercher les meilleurs. Hein. Donc c'est d'aller arriver à atterrir, pourquoi pas au Paris Saint-Germain, pourquoi pas à l'étranger, parce que j'adore l'étranger, dans une grosse institution telle que le Real Madrid, où j'ai pu obtenir mon diplôme de sport management. Je me fixe vraiment aucune limite. J'ai la dalle, j'ai les dents qui rayent le parquet, et les mecs, ils vont devoir s'accrocher s'ils veulent pas que. C'est vrai, je leur parce prenne qu'à leur 28 ans, place. Tu es complètement débarques. américain. Oui, C'est un américain, je te dis. à 28 ans que tu débarques déjà dans un monde, on va dire, un peu plus derrière les 4 lignes, c'est une autre porte. Hein. Tout à fait. C'est- Je pense que c'est une très belle opportunité que j'ai actuellement. Mhm. Mais c'est une belle opportunité. Mais les personnes avec qui je travaille sont aussi contentes de m'avoir, parce que je n'hésite pas à essayer de faire bouger les lignes, d'apporter une vision qui est totalement différente. Typiquement, Ibou, tu parlais des États-Unis. Aujourd'hui, ce que les États-Unis arrivent à développer en termes de marketing, de communication, nous on est à des années-lumière, on est totalement en retard. Complètement. Donc j'essaye vraiment d'amener aussi Toi, au où cette club. expérience. Hein. Voilà, tout à fait. J'essaye d'amener au club une vision dynamique, différente que ce qui a pu être fait auparavant. Et donc aujourd'hui, ça c'est une vraie force que j'ai. Mais aujourd'hui, j'ai 28 ans, c'est une première expérience, donc je dois encore beaucoup apprendre. Donc j'apprends au quotidien, je fais des erreurs, je fais beaucoup C'est d'erreurs, normal. ce qui est tout à fait normal. Et on va aller step by step. Mais en tout cas, il n'y a pas de limite. Et l'objectif, c'est d'aller chatouiller ceux qui sont tout là-haut, et les sortir, les éjecter. Accrochez-vous, les gars. Bravo, ça arrive. Quentin. Bravo, Quentin. Merci, messieurs. Arena Podcast. Quel contenu. Hein. Magnifique. Je pense qu'on s'est fait plaisir.
On a partagé encore ici un très bon parcours avec des expériences. Il nous a raconté qu'est-ce qui s'est passé avec Poissy, qu'est-ce qu'on attend de cette ville qui est un club phare dans la région, dans les Yvelines et dans l'Île-de-France. Donc, lequel Ibou a participé dans sa formation. Et on te souhaite le meilleur. Hein, le meilleur. Donc, n'hésitez pas, partagez ces contenus, likez la vidéo pour nous aider à pouvoir inviter encore des autres personnes à venir ici sur le tableau et avancer quoi, dans notre projet aussi. Complètement. Hein? La fusée. La fusée n'a pas de marche arrière. On va vers nous. Tout droit. Ah oui. C'est pas vrai? Exactement. Ah voilà, pas de marche arrière. Tout droit. Tout droit. Quentin, merci beaucoup. Les guerrières, Ciao. à la prochaine. Merci messieurs. Merci. Quentin, top. Franchement, on s'est régalé là. Merci beaucoup messieurs.